Quand je suis arrivé au bureau des mariages, ma future belle-mère m'a appelé pour demander 600 000 $ afin d'acheter une maison pour sa sœur. Dès qu'elles sont arrivées au bureau du greffe du comté pour signer leur licence de mariage, sa future belle-mère a appelé. Puisqu'elle considérait la signature légale comme une formalité pour la famille, il n'y avait pas besoin d'un grand mariage. De plus, sur son héritage de 800 000 $, elle devait utiliser une grande partie pour acheter un condominium à sa belle-sœur. Son fiancé s'est précipité pour couvrir le microphone du téléphone. « Maman, le système a planté. Nous n'avons pas encore signé les papiers. » C'est seulement à cet instant précis, assise devant la vitre en plexiglas du bureau des mariages, qu'Audrey a réalisé que certains frissons ne venaient pas de la climatisation, mais d'une phrase ayant glissé accidentellement à travers un combiné de téléphone. 3 ans de relation, quelle tendresse, quelle promesse! Combien de fois Denis avait-il tenu sa main, lui disant qu'à l'avenir, se suffire l'un à l'autre serait assez? Soudain, tout est devenu aussi fragile que du papier. Les gens craignent généralement la pluie le jour de leur mariage, que la famille du marié arrive en retard ou que le traiteur gâche la nourriture. Mais Audrey n'avait jamais imaginé que le plus terrifiant se produirait juste avant de signer. Si elle avait apposé sa signature, elle aurait pu passer le reste de sa vie à en payer le prix avec ce que ses parents lui avaient laissé et avec sa propre stupide confiance. Ce matin-là, Audrey s'était réveillée tôt, non pas à cause des craintes typiques de la mariée avant de commencer un nouveau chapitre, mais parce qu'elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner, un malaise indéfini pesant sur sa poitrine. Son petit appartement dans le quartier de Lincoln Park à Chicago était aussi calme que d'habitude. Le soleil du début de l'été filtrait à travers les stores, éclairant une robe de couleur crème qu'elle avait préparée la veille. Ce n'était pas une robe de mariée, juste un costume simple et élégant. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, regardant son maquillage léger, elle se demanda pourquoi l'éclat radieux qu'elle avait imaginé ces 3 dernières années était absent de ses yeux. Peut-être était-ce parce que Denis avait trop changé ces derniers mois. Il n'avait plus la patience de demander quelle fleur elle aimait, où elle voulait prendre des photos, ou s'il devait vivre seul ou près de ses parents. Il ne parlait que constamment d'argent, d'immobilier, d'actifs, et de la nécessité, après le mariage, d'avoir un compte bancaire joint pour prouver leur confiance. Denis l'a pris en voiture à 8h30. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon noir sur mesure, et avait les cheveux parfaitement coiffés, le même bel homme qu'Audrey avait l'habitude de présenter fièrement à ses amis. Mais aujourd'hui, il était étrangement agité dès qu'elle monta dans sa voiture. Il regarda sa montre, puis son sac à main. « As-tu apporté tous tes documents ? » ? « Oui, je les ai. »« Et la preuve de fonds que je t'ai demandé pour quand nous demanderons le prêt hypothécaire joint plus tard ?» Audrey se tourna vers lui, gardant sa voix douce. « Nous ne faisons que signer la licence de mariage aujourd'hui. Avons-nous vraiment besoin de ces papiers financiers tout de suite ?» Denis hésita une seconde, puis força un sourire. « Je demande juste. À partir d'aujourd'hui, nous serons mari et femme. Il vaut mieux tout avoir sur la table dès le premier jour pour éviter les maux de tête. » Audrey ne répondit pas. Elle regarda simplement par la fenêtre. Les rues de Chicago étaient bondées. Les camions de livraison et les équipes de construction réparant les nids de poules se fondaient dans un bourdonnement urbain quotidien qui, un instant, apaisa son âme. Mais la paix ne dura pas. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans, Audrey avait appris à se débrouiller seule. L'indemnité d'assurance vie, la vente de leur maison familiale en banlieue et les économies que ses parents avaient mises de côté s'élevaient à environ 800 000 $, un chiffre assez important pour que les gens la regardent différemment. Audrey ne se vantait jamais, mais Denis savait. Il savait parce qu'il avait été à ses côtés lors de son plus grand chagrin. Il l'avait accompagnée pour s'occuper des avocats chargés de l'homologation et l'avait tenue dans ses bras pendant qu'elle pleurait à l'hôpital. À cause de ses souvenirs, chaque fois que le doute s'insinuait dans son cœur, elle se reprochait d'être paranoïaque. Elle pensait que quelqu'un qui l'avait vu tant souffrir ne pourrait jamais profiter d'elle. Le bureau du greffe du comté, au centre-ville, était bondé. De jeunes couples étaient assis côte à côte. Certains avaient apporté des bouquets, d'autres portaient des tenues assorties, et quelques-uns étaient si nerveux qu'ils ne pouvaient s'arrêter de rire. Audrey et Denis prirent un ticket et s'assirent dans la salle d'attente près de la fenêtre. Le système informatique était lent. Une employée annonça que les serveurs étaient temporairement en panne et que tout le monde devrait attendre. Les couples soupirèrent, mais continuèrent de discuter joyeusement. Seul Denis ne pouvait rester immobile.
Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, d'envoyer des SMS rapidement à quelqu'un, jetant parfois un coup d'œil à Audrey comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Rien, juste de l'anxiété. Les choses importantes sont toujours retardées. » Audrey sourit faiblement. « Ce n'est pas grave d'attendre un peu plus longtemps. Nous avons déjà attendu 3 ans. » Denis ne la regarda pas dans les yeux. Il garda la tête baissée, tapant sur son écran. À ce moment précis, le téléphone d'Audrey vibra. L'identification de l'appelant affichait Béatrice, la mère de Denis. Audrey fut surprise. Béatrice la contactait rarement directement. Habituellement, elle passait simplement des messages par l'intermédiaire de Denis. Elle était sur le point de se lever et d'aller dans le couloir pour répondre lorsque Denis se jeta vers elle. Un éclair de panique dans ses yeux. « C'est ma mère. Laisse-moi prendre l'appel. » Audrey regarda sa main, tendant le bras vers son téléphone, et soudain, un fil très mince se tendit en elle. Elle retira le téléphone, répondit calmement et le mit délibérément en mode haut-parleur, le masquant sous le bruit ambiant de la salle d'attente. « Salut Béatrice. Qu'est-ce qui se passe ?» La voix stridente de Béatrice retentit sans une seule formule de politesse. « Audrey, je viens de raccrocher avec Denis aujourd'hui. Dès que vous signez, nous serons tous de la famille. Je vais être direct avec vous pour gagner du temps. Oubliez la réception de mariage. C'est une dépense inutile. Notre famille ne se soucie pas de ces futilités. » Tapa accent grave l'œil. Sur ces 800 000 $ que vos parents vous ont laissés, pourquoi ne pas donner 600 000 $ en premier pour acheter l'appartement pour Chloé? La fille va bientôt se marier. Et si elle a un bien immobilier à son nom, la famille de son fiancé la respectera davantage. Vous pouvez garder les 200 000 $ restants pour vos propres dépenses. Vous voyez, je suis très raisonnable avec vous. L'air autour d'Audrey sembla se figer. Les rires et les bavardages dans la pièce continuaient, mais ils semblaient lointains. Denis, assis à côté d'elle, devint spectralement pâle et rigide. Il se précipita pour éteindre le haut-parleur, mais il était trop tard. La phrase suivante de Béatrice fut encore plus acerbe. « Ne croyez pas que cet argent n'est qu'à vous. Une fois que vous êtes mariés, les biens servent la famille du mari. Je vous le dis d'emblée. Si vous allez être une belle fille dans cette maison, vous devez connaître votre place. Ne vous accrochez pas à votre argent en pensant que vous êtes si spécial. Denis vous épouse parce qu'il tient à vous. Mais vous avez 30 ans maintenant. Vous n'êtes pas une jeune fille qui peut se permettre d'être difficile. » Denis arracha le téléphone des mains d'Audrey. Il baissa la voix, mais il tremblait de terreur. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu as gâché le plan. Les papiers ne sont pas prêts. Nous n'avons pas encore signé. » Cette phrase tomba entre eux comme un coup physique. « Non, ne parle pas à Audrey comme ça. Non, cet argent est à elle. » Ce n'était absolument pas une défense. C'était le plan. Ces 2 mots suffirent à Audrey pour voir que le chemin qu'elle avait aveuglément parcouru avec lui pendant 3 ans était rempli de nids de poules cachés par des feuilles mortes. Réalisant qu'il avait fait une gaffe, Denis raccrocha précipitamment et se tourna vers elle, forçant une expression d'angoisse torturée. « Audrey, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ma mère vieillit. Elle parle sans réfléchir. Elle est juste stressée à cause de Chloé. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. » L'homme devant elle était toujours Denis. Le même homme qui avait marché 3 kilomètres dans la neige pour lui apporter de la soupe quand elle avait la grippe. Le même homme qui s'était agenouillé devant les tombes de ses parents, promettant de la protéger pour toujours. Mais il était aussi l'homme qui venait de paniquer parce que le plan était ruiné et non parce qu'elle était blessée. « Quel plan ?» demanda Audrey. Denis déglutit difficilement, sa voix. « J'ai mal parlé. Je voulais dire le plan de signer aujourd'hui. Ma mère a juste gâché l'ambiance. » Audrey se pencha pour ramasser son sac à main par terre. Ses mouvements étaient si lents et délibérés que Denis paniqua davantage, lui saisissant le poignet. « N'exagère pas. Nous pourrons parler d'argent après nous être mariés. D'ailleurs, qu'y a-t-il de mal à aider ma sœur à acheter un appartement? C'est ma sœur. Bientôt, elle sera la tienne aussi. » Audrey retira son poignet. Pas violemment, mais avec une finalité absolue. « Denis, ces 800 000 $ sont l'héritage que mes parents m'ont laissé. Ce n'est pas à toi.
Ce n'est pas à ta mère. Et ce n'est certainement pas à Chloé. Le visage de Denis s'assombrit une fraction de seconde avant qu'il n'adoucît à nouveau son ton. Je sais, mais les mariages sont construits sur la confiance mutuelle. Si tu es aussi calculatrice, comment sommes-nous censés construire une vie ensemble? Audrey laissa échapper un rire, un son faible et soufflé qui contenait plus de tristesse que de colère. Alors, t'as hâte de signer les papiers aujourd'hui. Était-ce parce que tu étais impatient de m'épouser? Ou parce qu'une fois que nous aurions le certificat de mariage, ta famille aurait plus de facilité à réclamer mon argent? Denis ne sut pas quoi répondre, il jeta un coup d'œil autour de lui, terrifié que d'autres écoutent. Terrifié que sa façade d'homme décent s'écroule là où les gens venaient commencer leur vie ensemble. Juste à ce moment-là, l'employé appela leur numéro de ticket par le système de sonorisation. Denis s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage et se leva rapidement. C'est notre tour. Quoi qu'il en soit, nous en parlerons à la maison. Ne fais pas de scène ici. Audrey se leva, mais ne se dirigea pas vers le comptoir. Elle regarda le ticket dans sa main. Elle regarda la vitre en plexiglas qu'elle n'avait qu'à franchir pour changer toute la trajectoire de sa vie. Lentement, elle déchira le ticket en deux. Je ne pense pas que ce soit le bon jour. Denis se figea. De quoi parles-tu? Audrey rangea ses documents dans son sac à main. Sa voix était étrangement calme. Le crash du serveur a été un coup de chance. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle se retourna et sortit. Derrière elle, Denis l'appela par son nom. D'abord, dans un chuchotement rauque, puis presque en criant, mais Audrey ne s'arrêta pas. En sortant sur la place, le soleil de midi de Chicago tapait fort, mais elle se sentait toujours glacée. Le téléphone dans son sac vibrait sans relâche. Les SMS de Denis affluaient. Il la suppliait de lui pardonner. Il appelait cela un malentendu. Il la suppliait de ne pas laisser les parents ruiner leur lien. Audrey ne les ouvrit pas. Au lieu de cela, elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis un moment. Marc, c'est Audrey. J'ai besoin de conseils juridiques urgents sur la protection des biens prénuptiaux. Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant qu'une voix grave ne réponde. Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Audrey regarda à travers les grilles de la place et vit Denis toujours debout près de l'entrée, le visage tendu, tapant frénétiquement sur son téléphone comme s'il faisait un rapport à quelqu'un. Oui, et je soupçonne que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Audrey ne rentra pas directement chez elle. Elle savait parfaitement que lorsqu'une escroquerie est à moitié exposée, ce n'est pas la victime qui panique le plus, mais l'escroc qui n'a pas encore sécurisé le paiement. Elle roula lentement dans les rues embouteillées, laissant les klaxons retentissants, la brise chaude du lac et l'odeur d'échappement la ramener à la réalité. Son téléphone continuait de vibrer dans le porte-gobelet. Le nom de Denis clignotait sur l'écran comme une tache tenace, gâchant ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie. Elle ne pleura pas. La chose étrange était qu'elle ne versa pas une seule larme. Peut-être que lorsqu'une trahison est si soudaine et absolue, on n'a pas le temps de s'effondrer. On est laissé avec une clarté froide et terrifiante. Elle se souvint du regard dans les yeux de Denis quand elle mentionna les 800 000 $. Ce n'était pas la honte d'un homme qui aimait sa fiancée. C'était la terreur d'un complice dont le partenaire avait dévoilé leur couverture avant que le rideau ne tombe. Ce minuscule détail fut suffisant pour que tous les anciens drapeaux rouges ignorés lui transpercent le cœur comme des aiguilles cachées. Elle se gara près d'un café tranquille dans le quartier d'Old Town. L'endroit était presque vide, la climatisation bourdonnait agréablement. Dans un coin, un jeune couple regardait ses photos de mariage sur un ordinateur portable. La jeune fille riait d'une photo où ils avaient les yeux fermés. Audrey les regarda un instant, se détourna et commanda un thé vert chaud. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un long paragraphe de Denis. Où es-tu? Je sais que ma mère a dépassé les bornes tout à l'heure, mais partir comme ça est un manque de respect énorme envers moi. Nous pouvons parler des finances. Ne laisse pas tes émotions gâcher notre mariage. Audrey offrit un fantôme de sourire. Notre mariage. Il avait encore le culot d'utiliser ces deux mots après avoir laissé sa mère découper son héritage comme un gâteau. Son doigt plana sur l'écran avant qu'elle ne réponde. J'ai besoin de me calmer. Nous parlerons ce soir. Moins de 10 secondes plus tard, Denis appela. Audrey le laissa sonner plusieurs fois avant de répondre.
Elle fit en sorte que sa voix sonne basse et épuisée, juste assez pour lui faire croire qu'elle hésitait. Parle-moi, Audrey. Tu me fais peur. Je suis juste dépassée, mentit-elle habilement. Je sais que tu es choquée, mais ma mère est juste désespérée à cause de Chloé. Tu sais, ma sœur va se marier et la famille de son fiancé lui met beaucoup de pression. Dans notre famille, nous nous aimons et nous nous aidons. Je me rattraperai à l'avenir. Me rattraper avec quoi? Denis marqua une pause. Avec toute ma vie. Je prendrai soin de toi. Je t'aimerai. Je subviendrai à tes besoins. Nous récupérons l'argent. Audrey fixa la vapeur s'élevant de son thé. Son ton resta doux, mais teinté de fils barbelés. Alors pourquoi ta famille ne récupère-t-elle pas l'argent? Pourquoi faut-il que ce soit l'argent que mes parents décédés m'ont laissé? Une lourde respiration résonna sur la ligne, comme si Denis ravalait sa rage. Tu parles comme si tu étais une étrangère. Je pensais que puisque nous allions devenir mari et femme, les choses seraient différentes. D'ailleurs, je pense aussi à notre avenir. Si nous aidons Chloé à acheter l'appartement, mes parents nous lâcheront la grappe. Elle aura de la stabilité et nous vivrons avec moins de soucis. Ou plutôt, ta mère aura moins de soucis. Denis éleva la voix, puis la baissa rapidement. Je ne veux pas me battre. Je passerai chez toi ce soir et nous en parlerons correctement. Ne parle de cela à personne, surtout pas à ta famille élargie. L'ancienne génération ne comprendra pas, et cela ne fera que causer un scandale. Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne se souciait pas qu'elle souffre ou qu'elle ait été insultée. Il ne se souciait que de la gestion des dégâts. Audrey fit un « non committal et raccrocha. Immédiatement, elle ouvrit l'application d'enregistrement d'appel de son téléphone, qu'elle avait activé avant de répondre, vérifia que le fichier était enregistré et s'envoya une copie par email. À partir du moment où Denis avait prononcé les mots « le plan », Audrey cessa d'être une femme attendant que l'amour s'explique. Elle commença à traiter chaque chose comme un dossier. Chaque mot, chaque action, chaque anomalie devait être cataloguée. Elle rappela Marc. Marc était un vieil ami d'université de son cousin aîné et associé dans un cabinet d'avocats d'affaires sur la Salle Street. Il y a des années, lorsque les parents d'Audrey étaient décédés, il l'avait aidé à naviguer dans le processus d'homologation et à gérer ses comptes. Il connaissait intimement sa situation financière. Parce qu'Audrey détestait dépendre des gens, il s'était un peu éloigné. « Où es-tu » demanda Marc instantanément. « Dans un café, j'ai quitté le bureau du greffe. Je n'ai pas signé. Dieu merci. À partir de cette seconde et jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Ne signe rien. Ne vire pas un seul centime. N'envoie pas de photos de tes identifiants et ne confirme pas exactement combien tu as d'argent liquide. Comprends-tu? Je comprends. Est-ce que quelqu'un te suit? Audrey jeta un coup d'œil par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, un SUV noir venait de s'arrêter. Le conducteur regardait son téléphone. Elle n'était pas sûre si c'était lié, mais son estomac se noua. Je ne suis pas sûr. Alors ne rentre pas encore chez toi. Rends-toi à mon bureau. Prends les avenues très fréquentées. Vérifie ton rétroviseur. Si tu penses être suivi, gare-toi dans un parking bondé. Audrey accepta, paya et se dirigea vers sa voiture. Juste au moment où elle déverrouilla la portière, un SMS d'un numéro inconnu apparut. Êtes-vous Audrey? Je suis Philippine, l'amie de Bérangère dans l'immobilier. Je pense que vous devez savoir quelque chose sur Denis. Hier après-midi, je lui ai montré, à lui et à sa mère, un appartement témoin à Fulton Market. Ils ont dit qu'ils verseraient l'argent de la compte d'ici la fin de la semaine une fois que vous auriez transféré les fonds. Audrey resta figée devant la portière de sa voiture, sa main posée sur la poignée chaude en métal. Bérangère était sa meilleure amie, et Philippine était une agente immobilière qu'elle avait rencontrée une fois lors d'un dîner d'anniversaire. Audrey composa le numéro immédiatement. Philippine répondit rapidement, sa voix étouffée et désolée. Je suis tellement désolé de vous déranger, mais j'ai entendu votre nom mentionné hier. Au début, j'ai supposé que vous et Denis achetiez l'endroit ensemble. Mais sa mère m'a explicitement dit que l'acte devait être uniquement au nom de Chloé parce que la future belle-fille payait la facture et qu'il devait accélérer la clôture avant le mariage juste au cas où vous changeriez d'avis. Cela m'a donné un sentiment si désagréable que j'ai envoyé un SMS à Bérangère et elle m'a dit que vous signez la licence de mariage aujourd'hui.
j'avais peur d'être en retard. C'est pourquoi je vous ai contacté. Audrey ferma les yeux, donc ce n'était pas un lapsus. Ils avaient déjà choisi la propriété, alloué les fonds et assigné son rôle. Elle n'était qu'un portefeuille ambulant, se dirigeant aveuglément vers un piège par amour. « Avez-vous des photos ou des textes ?» demanda Audrey. Après avoir reçu les photos et le fichier audio, Audrey resta longtemps assise dans sa voiture. Sur la photo, Béatrice portait un chemisier en soie violette, pointant agressivement le plan. Denis se tenait juste derrière elle, l'air très impliqué. Rien dans sa posture ne suggérait que sa mère le forçait. Il était un participant volontaire. Il avait fait les calculs. Il savait tout. Audrey se souvint comment Denis avait suggéré un simple mariage au palais de justice pour économiser de l'argent pour une maison. Comment il l'avait conseillé de ne pas inviter trop de parents éloignés parce que les gens apportent du drame. Comment il avait suggéré qu'après le mariage, il laisse sa mère garder leur livret d'épargne afin qu'un adulte expérimenté puisse gérer leur fortune. À l'époque, elle pensait que Denis était juste délicieusement pratique. Maintenant, elle comprit que le pragmatisme n'est parfois qu'un beau manteau porté par une pure avidité. Arrivée au bureau de Marc dans le Lot, Audrey lui tendit son téléphone pour qu'il examine les SMS, l'audio et les photos. Marc les analysa sans se précipiter pour tirer des conclusions. Il resta silencieux quelques minutes, puis lui poussa un verre d'eau. Tu dois te préparer psychologiquement. Des gens comme ça, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas soutirer de l'argent en jouant sur tes sentiments, ils passent à la pression, à la diffamation et à la manipulation pour te forcer à te soumettre. Audrey le regarda. Jusqu'où penses-tu qu'ils sont déjà allés? Marc tourna l'écran de son ordinateur portable vers elle. C'était une capture d'écran d'un groupe Facebook communautaire local. Chloé avait posté un statut se vantant que son frère épousait une femme magnifique et riche, sous-entendant fortement que sa généreuse future belle-sœur lui achetait une première maison de luxe. Dans les commentaires, des amis la félicitaient et lui demandaient combien la belle-sœur avait contribué. Chloé avait répondu avec un emoji de rictus. Assez pour l'acheter entièrement sans hypothèque. Audrey sentit une boule dans la gorge, non pas de douleur, mais de pur dégoût. Soudain, elle se rappela la façon dont Chloé la regardait lors des dîners de famille. La jeune fille l'appelait toujours « sœurette » d'un ton mielleux. Mais chaque fois qu'Audrey portait une jolie montre ou un sac de marque, Chloé le fixait un peu trop longtemps. Audrey pensait que c'était juste l'admiration d'une jeune fille. Il s'avéra que Chloé la regardait comme on regarde un catalogue d'articles qui allait bientôt leur appartenir. « Que veux-tu faire » demanda Marc. Audrey leva les yeux, toute hésitation dépouillée de son regard. « Je veux savoir exactement combien de dettes la famille de Denis cache. Qui est vraiment derrière cet appartement? Et pourquoi ont-ils si désespérément besoin de liquidités en ce moment ?» Marc hocha la tête. « Je ferai faire une vérification des antécédents par un détective privé par les voies légales. Tu rencontres Denis ce soir. Ne le rencontre pas dans ton appartement. Dis-lui de te retrouver au café dans le hall de ton immeuble où il y a des caméras de sécurité et enregistre chaque mot. » Audrey prit son téléphone avec un sourire sinistre. Ce soir-là, Denis arriva 20 minutes en avance. Grâce aux caméras du hall via l'application de son immeuble, Audrey le vit debout sous l'auvent, serrant un bouquet de roses rouges, son visage reprenant son masque habituel de tendre dévotion. Si c'était hier, elle aurait pu fondre. Mais ce soir, derrière ces fleurs, elle ne voyait que l'appartement de Fulton Market, les calculs de Béatrice et un piège qui ne s'était pas encore entièrement refermé. Audrey descendit en ascenseur et sortit, offrant un sourire fatigué. « Tu as attendu un moment. » Denis s'approcha immédiatement pour l'étreindre. « Pas longtemps. Tu m'as manqué. » Audrey se décala légèrement pour éviter l'étreinte et désigna le café. « Entrons et parlons. » Le sourire de Denis se figea, mais il la suivit. Les fenêtres en verre reflétaient leurs silhouettes, l'une jouant la menthe repentie, l'autre allumant silencieusement l'enregistreur vocal dans la poche de sa veste. Audrey savait que cette conversation était le premier fil qu'elle devait tirer pour découvrir combien de mains se cachaient derrière l'homme qu'elle aimait, cherchant à s'emparer de l'héritage de ses parents. Denis tira sa chaise comme si la désastreuse matinée au greffe n'avait jamais eu lieu. Comme si les mots, le plan, n'avaient jamais quitté sa bouche, et comme si toute une famille n'était pas assise autour d'une table, attendant de se partager son héritage. Il posa les roses près de son verre d'eau et adoucit sa voix avec une telle maîtrise que si Audrey n'avait pas les enregistrements sur son téléphone, elle aurait pu douter de sa propre santé mentale.
Elle aurait pu se demander si elle n'était pas juste trop sensible, si sa mère n'était pas juste trop protectrice, ou si tous les mariages nécessitaient des frictions financières pour devenir solides, mais elle n'était plus la fille d'il y a 3 ans qui pouvait être apaisée par un câlin. Elle s'assit bien droite, les mains posées près de la poche où son téléphone capturait chaque souffle. « Je suis tellement désolé pour ce matin », commença Denis, la fixant du regard pour projeter sa sincérité. « Je sais que tu as été blessé, mais tu dois comprendre. Ma mère a fait des petits boulots toute sa vie. Elle dit ce qu'elle pense et parfois elle manque de tact quand il s'agit d'argent. J'avoue qu'elle a agi précipitamment, mais elle ne voulait pas faire de mal. » Audrey ne répondit pas tout de suite. Elle but une lente gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour faire grimacer Denis. Ce qui le terrifiait le plus, c'était son calme. Si elle avait pleuré, crié ou lancé des accusations, il aurait eu un angle pour la manipuler. Mais la voir s'y poser rendait ses excuses répétées creuses. Alors, les bonnes intentions de ta mère étaient de me prendre 600 000 $ pour acheter un appartement de luxe à Chloé? Pas prendre, corrigea Denis instantanément, gardant sa voix douce. Aider. Tu utilises des mots agressifs. Ma famille n'est pas si désespérée que nous ayons besoin de te prendre quoi que ce soit. Audrey le regarda droit dans les yeux. Si vous n'êtes pas désespéré, pourquoi cette précipitation massive? Pourquoi divisiez-vous mon compte bancaire avant même que l'encre ne soit sèche sur la licence de mariage? Denis baissa les yeux, ses pouces tournant sa bague en argent, un tic nerveux qu'il avait chaque fois qu'il mentait. Audrey réalisa combien de drapeaux rouges elle avait volontairement ignorés. Les gens ne deviennent pas des escrocs du jour au lendemain. Elle l'avait juste aimé assez pour faire semblant d'être aveugle. La vérité est, Denis baissa la voix. Chloé a trouvé une affaire unique sur cet appartement. Si elle ne conclut pas cette semaine, elle le perd. Ma mère voulait juste lui assurer cette opportunité. Tu sais, elle va se marier et la famille de son fiancé est très traditionnelle en matière de propriété immobilière. Si elle a son propre logement, sa vie sera tellement plus facile. Chloé aura une vie plus facile avec mon argent. Audrey, pourquoi faut-il que tu sépares les choses comme ça? Nous allons être mari et femme. Chloé est comme ta petite sœur et ma mère est ta mère. Si nous sommes une famille et que tu continues à dire mon argent est ton argent, comment allons-nous construire une vie? Il le dit si doucement. Il l'avait clairement répété ou entendu sa mère le lui répéter 100 fois. Audrey regarda les roses. Elles étaient belles, mais pleines d'épines, tout comme l'amour qu'il lui avait offert. Superbe à l'extérieur, une transaction calculée à l'intérieur. Si nous sommes une famille, pourquoi mon nom ne figure-t-il pas sur l'acte de cet appartement? Denis se figea. Il força rapidement un rire. Tu y penses trop. L'endroit est pour que Chloé y vive. Logiquement, il devrait être à son nom. Si ton nom y figurait, son futur mari se sentirait émasculé. C'est juste une technicalité. Donc, je fournis l'argent. Quelqu'un d'autre obtient le titre. Je n'ai aucun droit légal. Et tu appelles cela aider la famille? Cette fois, Denis ne put maintenir la douce façade. Son regard se durcit, mais conscient des caméras et du barista qui essuyait les tables à proximité, il garda la voix basse. Ne sois pas si calculatrice. Tu ressembles à un usurier. On ne mesure pas l'amour avec des documents légaux. Audrey sourit faiblement. Mais ta famille mesure mon amour à exactement 800 000 $. Denis serra les lèvres, silencieux pendant quelques secondes avant de se tourner vers une nouvelle stratégie. Il plongea la main dans la poche de sa veste, en sortit une petite boîte de velours et l'ouvrit pour révéler les alliances qu'ils avaient vues dans une bijouterie du centre-ville. Elle se souvenait de les avoir essayées juste pour le plaisir, et Denis avait promis qu'il attendrait le jour de leur signature pour la glisser à son doigt. Elle avait eu les larmes aux yeux ce jour-là. Maintenant, en regardant la bague, elle ne voyait qu'une chaîne. Je les ai achetées la semaine dernière, dit Denis, sa voix se brisant. Je veux vraiment t'épouser. Si c'était une question d'argent, je ne serais pas resté à tes côtés pendant 3 ans. Pense-y. Quand tes parents sont morts, qui était là? Qui a navigué avec toi dans les tribunaux d'homologation? Qui est resté dans ton appartement pendant des jours quand tu étais trop déprimé pour voir la lumière du jour? Audrey. Tu ne peux pas jeter tout ça à cause d'un malentendu avec ma mère. C'était un coup bas. Visant directement ses souvenirs les plus douloureux. Pendant une fraction de seconde, la résolution d'Audrey vacilla.
C'était vrai. Il avait été là. Mais cela rendait la trahison d'aujourd'hui infiniment plus cruelle. L'homme qui connaissait intimement ses blessures était celui qui y enfonçait un couteau pour qu'elle baisse sa garde. Je ne le jette pas, dit-elle lentement. Je suis juste en train de revoir ces 3 années pour déterminer quelle partie était de l'amour et quelle partie était un investissement. La tête de Denis se leva brusquement. C'est incroyablement insultant. Alors réponds-moi une chose. Depuis quand ta mère sait-elle exactement que j'ai 800 000 $? La couleur de Denis changea imperceptiblement, mais Audrey remarqua qu'il ne la regardait pas dans les yeux. Il but une gorgée de sa boisson et feignit la nonchalance. C'est sorti. Les familles partagent des choses. Quand est-ce que c'est sorti? Avant ou après que ta mère ait suggéré un mariage simple au palais de justice pour économiser de l'argent? Denis fut rendu muet. La question fit éclater la dernière couche de son illusion. Audrey ne le pressa pas davantage. Elle avait besoin qu'il continue de parler pour s'impliquer davantage. Elle baissa la voix, laissant l'épuisement transparaître dans son expression. Je ne veux pas te perdre, mais j'ai peur. Ta mère était si froide ce matin, et tu as parlé d'un plan qui a été ruiné. Je ne sais pas quoi croire. En entendant cela, l'attention de Denis s'évapora. Il pensa qu'elle cédait. Les gens cupides croient facilement à la faiblesse qu'ils veulent désespérément voir chez les autres. Je jure, j'ai juste utilisé le mauvais mot. Je te propose quoi? Viens chez mes parents à Oaklawn pour déjeuner demain. Parle à ma mère à nouveau. Elle est têtue, mais elle est farouchement loyale. Si tu joues gentiment, elle t'embrassera. Jouer gentiment signifie transférer l'argent. Denis tendit la main à travers la table et lui prit la main. Cette fois, Audrey ne la retira pas. Tu n'as pas à tout faire tout de suite. Transfère juste une partie pour montrer ta bonne foi, peut-être 200 000 $, et nous nous occuperons du reste après avoir signé la licence. C'est difficile pour moi d'être pris entre ma mère et ma sœur. Sur quel compte veux-tu que les 200 000 $ soient envoyés? Denis la regarda, entièrement convaincu que le poisson avait mordu à l'hameçon. Ses yeux s'illuminèrent, bien qu'il ait essayé de le cacher. Soit celui de ma mère, soit celui de Chloé, pour qu'elle puisse payer la compte. En fait, envoie-le à ma mère. Les personnes âgées gèrent ces choses plus en sécurité. Audrey enregistra chaque mot, le cœur froid comme la glace. Elle retira sa main, feignant l'hésitation. J'ai besoin d'y réfléchir, et je veux voir ta mère. Je veux l'entendre dire de sa bouche que cet argent sera comptabilisé de manière transparente. Denis eut l'air légèrement agacé. Toujours sur la paperasse? Je veux avoir l'esprit tranquille. S'il n'y a rien à cacher, un document ne fait de mal à personne. Denis força un sourire. D'accord, viens demain. Mais ne fais pas comme si tu l'interrogeais. Ma mère déteste le manque de respect de la jeune génération. Audrey hocha la tête. La conversation se termina par un câlin maladroit devant le café. Il pensait l'avoir à moitié récupérée. Audrey savait qu'elle venait d'obtenir sa pièce la plus vitale de preuve, Denis lui-même suggérant qu'avant le mariage, elle transfère des sommes massives non contractées sur le compte de sa mère sans aucune garantie. Cette nuit-là, Audrey ne dormit pas dans son appartement. Elle retourna au bureau de Marc. Les lumières du 12e étage étaient toujours allumées. Marc l'attendait avec un mince dossier beige et 2 cafés noirs tièdes. Alors qu'il écoutait le nouvel enregistrement, son visage devint grave. J'ai les vérifications préliminaires des antécédents, dit Marc, lui glissant le dossier. La famille de Denis n'a pas seulement besoin d'argent pour l'appartement de Chloé. Son père, Henri, a un énorme prêt personnel externe parce qu'il a essayé de démarrer une entreprise de construction qui a complètement échoué. Denis a également une série de cartes de crédit et de prêts sur salaire plafonnés. Quant à l'appartement à Fulton Market, le promoteur a accepté une réservation privée. La date limite pour la compte de 200 000 $ est dans 3 jours. S'ils ne versent pas l'argent, ils perdent l'unité, et les futurs beaux-parents de Chloé découvriront que la famille est totalement ruinée. Audrey ouvrit le dossier, fixant les sèmes de chiffres. 40 000 $, 150 000 $. Les taux d'intérêt journaliers à eux seuls étaient suffocants. Ces 800 000 $ n'étaient pas seulement pour l'appartement de Chloé. C'était le plan de sauvetage pour une famille entière noyée dans les dettes, la vanité et la cupidité. C'est pour ça qu'il voulait que je signe le permis de mariage si vite, murmura Audrey.
Exactement. Une fois que vous êtes légalement marié en Illinois, le mélange d'actifs, l'application d'une pression psychologique ou le fait de vous forcer à prendre de mauvaises décisions financières devient infiniment plus facile. Dieu merci, tu n'as pas signé. Audrey referma le dossier et regarda par la fenêtre. Le centre-ville de Chicago à minuit, la grille de lumière de bureaux brillant dans l'obscurité, chaque fenêtre représentant une vie essayant de rester à flot. Elle avait toujours cru qu'être une personne décente signifiait attirer des personnes décentes. La vie n'était pas si simple. La gentillesse mal placée ne devient qu'un appât. Je veux qu'ils avouent tout eux-mêmes, dit-elle. Marc la regarda fixement. Quel est ton plan? Je vais chez ses parents demain. Je ferai semblant d'être indécise. S'ils veulent l'argent, ils ne pourront pas se retenir. Je veux entendre de chacun d'eux ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de moi une fois que je serai piégé dans cette maison. Marc réfléchit une seconde. D'accord, mais nous faisons ça en toute sécurité. Je vais te préparer un document d'avis juridique, et nous allons installer une application qui synchronise ton audio en direct sur mon serveur. Ne reste pas longtemps dans cette maison. S'ils essaient de prendre ton téléphone ou de te bloquer physiquement pour t'empêcher de partir, tu appuies sur le bouton de panique et j'appelle la police de Chicago. Audrey hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle avait pris une résolution bien plus sombre. Elle ne voulait pas seulement larguer Denis. Elle voulait démasquer cette famille avant qu'ils ne puissent inventer une histoire selon laquelle elle était une fille riche, hautaine et sans cœur, qui avait laissé un homme bon à l'hôtel. Elle savait qu'une mère capable d'exiger 600 000 $ au téléphone le jour d'un mariage ne ressentirait pas de honte à être simplement larguée. Vers minuit, alors qu'Audrey quittait le cabinet, Denis lui envoya un SMS, « Maman dit, viens tôt demain. Elle veut une discussion sérieuse sur tes responsabilités en tant que belle-fille. Ne me déçois plus. » Audrey le lut 2 fois avant d'envoyer une réponse en un mot, « D'accord. » Assise dans sa voiture, la pluie commença à tomber, maculant les lumières de la rue sur son pare-brise comme des taches d'encre. Audrey regarda son reflet dans la vitre. Elle vit une femme qui souffrait encore, toujours déçue, mais complètement éveillée. Demain, elle entrerait dans la maison qui devait être sa future demeure, non pas pour être une belle fille, mais pour voir exactement jusqu'où allait leur dépravation. Le lendemain matin, Audrey resta plus longtemps que d'habitude sur le porche de la maison familiale de Denis. Non par hésitation, mais parce qu'elle voulait graver ce sentiment dans sa mémoire, le sentiment de quelqu'un qui avait placé sa confiance ultime en un lieu pour découvrir que le nœud était déjà serré et l'attendait. La maison à paliers multiples à Oaklawn semblait aussi rangée que jamais. Les parterres de fleurs étaient épanouis, tout comme les week-ends où elle venait pour les rôtis du dimanche. Mais aujourd'hui, c'était comme entrer dans une salle d'interrogatoire. La porte s'ouvrit et Denis apparut, son visage affichant son habituelle douceur, bien que ses yeux se soient immédiatement posés sur son grand sac fourre-tout avant de rencontrer son regard. « Tu es là. Maman t'attend toute la matinée. » Audrey fit un signe de tête serrée et déplaça délibérément son sac pour qu'il presse contre sa hanche, laissant Denis croire que les documents bancaires qu'il convoitait se trouvaient à l'intérieur. « Je veux juste dissiper le malaise. Si tout se passe bien, je cesserai de rendre les choses difficiles. » Denis se détendit. Il posa une main sur le bas de son dos pour la guider. Mais la légère poussée suffit à Audrey pour réaliser qu'il ne l'accueillait pas. Il la manœuvrait vers l'abattoir. Le salon était bondé. Béatrice était assise en plein centre du canapé, le dos rigide, les cheveux parfaitement laqués, portant un épais collier en or. Elle avait l'aura d'une juge se préparant à condamner un criminel. Henri, le père de Denis, était assis dans un fauteuil inclinable, son visage illisible alors qu'il faisait rouler un cigare éteint entre ses doigts. Chloé était allongée sur un canapé d'amour dans une robe moulante, son téléphone face vers le bas sur ses genoux, mais ses yeux étaient fixés sur le sac d'Audrey. Sur la table basse, il y avait un pichet de thé glacé, une assiette de fruits et une pile de papiers attachés par une pince à reliure noire. « Asseyez-vous, » dit Béatrice. Sa voix était entièrement dépourvue de sa fausse chaleur habituelle. « Hier, vous avez humilié cette famille en quittant le bureau du greffe avec fracas. Denis en a été malade toute la nuit. » Audrey s'assit dans le fauteuil en face d'eux, posant ses mains sur ses genoux, jouant le rôle d'une femme épuisée et désespérée de paix. « Je suis désolée d'avoir eu peur hier. Je ne voulais pas contrarier Denis. » Béatrice ricana doucement. Admettre son erreur est la première étape. Une femme sur le point de se marier doit apprendre la tolérance.
Si vous faites une crise de colère pour une petite remarque de votre belle famille, qui va vous supporter? Vous avez peut-être de l'argent, mais l'argent n'achète pas la classe. Dans cette maison, nous recherchons une belle fille, pas une reine. Denis s'assit à côté d'Audrey, jouant immédiatement les conciliateurs. Maman veille juste sur toi. Écoute-la et nous pourrons arranger ça. Audrey baissa les yeux vers la poche de sa veste. L'application d'enregistrement fonctionnait depuis qu'elle avait quitté sa voiture. Elle permit un moment de silence comme si elle ravalait sa fierté. Je comprends, mais comme c'est une somme d'argent si massive. Je voulais l'entendre directement de votre part. Si je vire les fonds à Chloé pour l'appartement, comment cette transaction est-elle classée légalement? Chloé fut la première à rire, un son sec et superficiel. Tu es hilarante, Audrey. Si c'est pour aider ta belle-sœur, qui se soucie de la façon dont c'est classé? Tu en as plein. Avoir 800 000 $ sur un compte bancaire n'est qu'un chiffre sur un écran. J'ai réellement besoin d'une maison. Audrey la regarda. Donc, l'acte sera à ton nom. Évidemment, répondit Chloé comme si c'était la question la plus stupide du monde. Je vais y vivre. Tu t'attends à avancer l'argent et ensuite à me forcer à vivre comme une locataire dans un endroit que tu possèdes? Henri tapota son cigare sur le cendrier. Sa voix était rauque et sèche. Audrey, une femme mariée doit penser au bien collectif. Nous ne te maltraiterons pas ici. Une fois que tu auras emménagé, tu auras de la nourriture, un toit et un bon mari. C'est une bénédiction. L'argent que tes parents t'ont laissé. Eh bien, il est censé être un système de soutien. Et à partir de maintenant, ton plus grand système de soutien est la famille de ton mari. Audrey écouta chaque mot. La douleur d'hier avait disparu, remplacée par une froideur clinique absolue. Il parlait si naturellement, comme si une femme remettant les économies de ses parents décédés à sa belle famille était un rituel obligatoire. Comme si elle n'était pas un être humain avec un libre arbitre, mais un distributeur de billets ambulants. Que se passe-t-il si, Dieu nous en préserve, Denis et moi avons des problèmes à l'avenir? Le visage de Béatrice s'assombrit instantanément. Vous n'êtes même pas encore mariés, et vous portez la poisse. Je méprise les femmes qui ouvrent la bouche juste pour parler de divorce. Denis tendit la main sous la table et serra fort la main d'Audrey, un avertissement. Pourquoi parles-tu follement? Audrey haussa légèrement les épaules, maintenant son ton doux. C'est juste de la peur. Cet argent est tout ce qu'il me reste de mes parents. Je ne veux pas que nous soyons tous dans une bataille juridique gênante plus tard. Béatrice la fixa du regard. Elle attrapa la pile de papier sur la table et les fit glisser vers Audrey. C'est exactement pourquoi j'ai fait ça. Lisez-le. Dans cette famille, nous faisons les choses dans les règles. Audrey ouvrit les pages. La police grasse lui donna envie d'éclater de rire face à la pure audace. Il s'agissait d'un accord de commingling d'actifs familiaux, rédigé dans un mélange bizarre de pseudo-juridisme et de domination patriarcale. Il exigeait qu'après le mariage, Audrey cède volontairement la gestion de ses actifs à sa belle-mère pour assurer la stabilité familiale. L'appartement acheté pour Chloé serait considéré comme un don d'amour non remboursable. Le salaire mensuel d'Audrey serait versé sur un compte contrôlé par Denis. Si le mariage échouait, Audrey renonçait au droit de récupérer tout fonds dépensé pour la famille et avait 7 jours pour quitter le domicile conjugal. Elle tourna les pages lentement, s'assurant que la minuscule lentille de la caméra dissimulée en bouton sur sa veste captait le texte. Marc l'avait averti de ne pas argumenter immédiatement. Elle avait besoin qu'ils expliquent leur extorsion avec leurs propres mots. « Qui a rédigé ça ?» demanda Audrey. « Un ami à moi qui travaille dans un cabinet d'avocats en ville », mentit Béatrice sans ciller. Ne croyez pas que vous êtes la seule à connaître des avocats. Nous ne nous laissons pas escroquer par des belles filles opportunistes. Denis se pencha, murmurant. Signe juste. Une fois que tu auras signé, ma mère se détendra et nous pourrons retourner en ville pour obtenir notre licence de mariage cet après-midi. Audrey se tourna vers lui, les yeux écarquillés, mimant le bord des larmes. Tu veux que je signe ça aussi? Denis évita son regard, mais parla clairement. Je veux que tu prouves que tu nous prends au sérieux. C'était une phrase qui la faisait habituellement céder, mais aujourd'hui, elle ne faisait que confirmer que Denis était un co-conspirateur. Audrey posa les papiers et prit une profonde inspiration. Si je le signe et que je vire les 200 000 $ initiaux,
Pouvons-nous laisser le reste jusqu'à ce que nous ayons signé la licence de mariage? L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Chloé se redressa. Béatrice regarda Henri. Denis lui serra la main, incapable de cacher son excitation. 200 000 $ ce n'est pas assez, marmonna Chloé. L'acompte et les frais de clôture s'élèvent à près de 240 000 $. Béatrice lança un regard noir à sa fille, puis se tourna vers Audrey, sa voix dégoulinant de fausse chaleur. Eh bien, si vous avez de bonnes intentions, j'apprécie. Mais 200 000 $ n'est que la première étape. Après avoir signé la licence de mariage, vous devrez virer les 600 000 $ restants dans les 24 heures. Nous ne tolérons pas les promesses non tenues dans cette famille. Audrey hocha lentement la tête. Je pourrais le virer, mais j'ai besoin de temps pour retirer les fonds de mes comptes à haut rendement. Et si je les transfère, je veux enregistrer une déclaration audio de votre part confirmant que c'est un don volontaire et que je ne suis pas contrainte. Béatrice claqua sa main sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous force? Henri fronça les sourcils. N'apportez pas vos petits jeux d'enregistrement dans ma maison. Denis intervint, terrifié que le prix ne lui échappe. Nous n'avons pas besoin d'enregistrement, Audrey. Faire confiance à la famille suffit. Audrey baissa les yeux, orchestrant une pause d'incertitude parfaitement calculée. Puis, d'une toute petite voix, elle dit, si vous ne voulez pas, alors annulons tout. Je suppose que je n'ai juste pas encore assez confiance. Chloé perdit la tête. Bon sang, tu nous traites comme si nous te volions. Tu vires l'argent, nous achetons l'appartement. Tu vas être ma belle-sœur. Toute la famille te sera reconnaissante. N'est-ce pas suffisant? Ou veux-tu que nous nous mettions à genoux et que nous te supplions? La cupidité de Béatrice brisa enfin sa retenue. Elle baissa la voix, chaque mot froid et tranchant. Laissez-moi vous expliquer. Vous n'êtes plus une enfant. Mon Denis a un bon travail. Il est beau. Des filles font la queue pour lui. Votre argent est un bonus. Mais ne pensez pas que nous vous mettons sur un piédestal. Si vous voulez franchir le seuil de cette maison, laissez votre fierté dehors. Vous signez cet engagement aujourd'hui et vous virez les 200 000 $. Si vous ne le faites pas, ce mariage est annulé et ne me blâmez pas si vos amis, collègues et famille découvrent que vous avez annulé un mariage parce que vous êtes une garce radine et égoïste. Audrey regarda Béatrice. La louve avait enfin abandonné sa peau de mouton. Ils ne se contentaient pas de réclamer de l'argent. Ils étaient entièrement prêts à ruiner sa réputation pour l'obtenir. Denis, assis juste à côté d'elle, n'objecta pas. Il la regarda avec une avidité urgente. Ne rends pas les choses plus difficiles, insista-t-il. Ma mère a assez fait de compromis. Signe-le et vire l'argent. Je te promets que je me rattraperai. Audrey prit le stylo. Le salon retint son souffle. Chloé fixa la main d'Audrey. Les lèvres de Béatrice se plissèrent en un sourire victorieux. La respiration de Denis était superficielle et rapide. Audrey n'avait à peine tracé la première lettre que son téléphone vibra. Un SMS de Marc s'alluma sur l'écran verrouillé. Assez d'informations. Sors de là dans 10 minutes. Ne signe pas. Audrey laissa tomber le stylo, sa main tremblant légèrement comme si elle venait d'avoir peur. Je suis désolé. Mon application bancaire me signale une erreur d'authentification sur mes comptes d'investissement. Je dois me rendre physiquement dans une agence pour vérifier mon identité avant de pouvoir initier un virement d'une telle ampleur. Le visage de Béatrice se tordit. Quel genre de... Audrey se leva, serrant son sac contre sa poitrine. Ce n'est pas. Si vous avez besoin de l'argent de la compte aujourd'hui, je dois aller à la banque. Denis peut venir avec moi s'il veut. Denis se leva d'un bond. Je l'emmène. Béatrice les regarda tous les deux avec une intense suspicion, mais la cupidité l'emporta. Elle arracha le contrat frauduleux, le plia et le fourra dans les mains de Denis. Prends ça. Fais-lui signer à la banque. Ne la laisse pas reculer. Audrey sortit de la maison avec Denis. Derrière elle, elle pouvait entendre Chloé appeler quelqu'un d'une voix stridente, probablement philippine, l'agente immobilière, se vantant que l'argent était en route. La lourde porte d'entrée se referma avec un claquement. Audrey savait qu'elle avait obtenu quelque chose de bien plus précieux qu'une confession. Un document légalement abusif,
un audio d'une clarté cristalline est la preuve que cette famille menait une opération d'extorsion organisée, alimentée par la diffamation. Cependant, lorsque Denis s'installa au volant, les portières se verrouillèrent automatiquement avec un bruit sourd. Il se tourna vers elle, la douce façade ayant entièrement disparu de ses yeux. Audrey réalisa que la partie la plus dangereuse de la journée n'était pas dans ce salon. Elle commençait maintenant, piégée à l'intérieur de ce véhicule. Denis ne démarra pas le moteur immédiatement. Il resta assis, agrippant le volant, les épaules tendues, sa respiration lourde dans l'espace confiné. Audrey regardait par la fenêtre, mais tous ses sens étaient en alerte maximale. Le téléphone de Denis vibrait incessamment dans le porte-gobelet. Dehors, au clos n'était parfaitement normal. Quelqu'un tondait une pelouse. Un camion poubelle passait. Une vieille femme ramenait son petit-fils de l'école. Personne n'aurait deviné qu'à l'intérieur de ce SUV, une guerre psychologique se déroulait. « Tu es une très bonne actrice, » dit Denis, sa voix basse et dénuée de chaleur. « Tu as fait jouer toute ma famille à ton jeu toute la matinée, n'est-ce pas ?» Audrey se tourna vers lui, maîtrisant un air de confusion totale. « De quoi parles-tu ? Nous allons à la banque. » Denis laissa échapper un rire sec et creux. « Arrête tes conneries. J'ai remarqué que tu agissais bizarrement hier au café, posant des questions comme un flic. Tu as fait la même chose chez moi aujourd'hui. Essayais-tu de nous enregistrer ? C'est ça ? » Un frisson la traversa, mais elle ne s'y pas. Sa main, cachée dans sa poche, pressa discrètement le bouton d'urgence SOS pour envoyer sa localisation en direct à Marc, exactement comme il l'avait pratiqué. Elle baissa la tête, faisant trembler sa voix. « Denis, j'ai juste peur. Si tu ne me faisais pas peur, j'aurais signé. »« Tu as peur ? C'est moi qui devrais être terrifié, » s'exclama Denis, se tournant vers elle avec des yeux injectés de sang. « Sais-tu que ma mère n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que tu es parti ? » Chloé sanglotait parce qu'elle pensait avoir perdu l'appartement. « Les créanciers appellent mon père. Toute ma famille est au bord du précipice. » Il serra les dents. « Et tu es assise ici à me dire que tu as peur. » Audrey regarda l'homme qui avait prétendu l'aimer. Dans son esprit, elle était la seule cause du malheur de sa famille, juste parce qu'elle refusait de donner l'argent de ses parents décédés. Elle tenta de désamorcer la situation, sachant qu'il n'était pas sûr de le provoquer dans une voiture verrouillée. « Si ta famille a des problèmes financiers, tu aurais pu me dire la vérité au lieu de me tromper. » Denis claqua sa paume sur le volant. Le klaxon retentit, surprenant la vieille femme sur le trottoir. « Tu agis toujours si hautainement, mais au fond de toi, tu penses que je ne t'utilise que pour l'argent. Je suis un homme. J'ai de la fierté. Je voulais juste sécuriser les fonds et ensuite nous aurions trouvé une solution. » Sécuriser les fonds en m'épousant ? Denis ne répondit pas. Sa mâchoire se serra. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il répondit sans haut-parleur, mais les cris de Béatrice étaient si forts qu'Audrey les entendit quand même. Emmène-la à la banque. Fais-lui signer. Ne la laisse appeler personne. Si tu cèdes, nous sommes morts. Denis raccrocha, laissa échapper un soupir énorme et mit la voiture en marche. Mais au lieu de se diriger vers l'agence Chase locale, il s'engagea sur l'IE 55, en direction de West Lope et Fulton Market. Audrey lut les panneaux d'autoroute et comprit instantanément. « Où m'emmènes-tu ? Nous allons d'abord voir l'appartement de Chloé. Une fois que tu l'auras vu de tes propres yeux, tu comprendras pourquoi nous en avons besoin. Nous avons convenu d'aller à la banque. Nous y irons après. Maman dit que l'agent immobilier est à l'appartement avec les papiers de séquestre prêts. Nous allons finir ça. » Audrey ne le combattit pas. Elle jeta un coup d'œil à son sac à main. L'écran brillait faiblement. La localisation avait été envoyée. Elle savait que Marc se mobiliserait, mais naviguer dans le trafic de Chicago signifiait qu'elle était seule pour les 20 prochaines minutes. Denis conduisit agressivement, lui lançant des regards paranoïaques comme si elle allait se cacher et rouler hors du SUV en mouvement. Son ton redevint cette douceur manipulatrice et écœurante. Audrey, je sais que tu es en colère, mais réfléchis-y. L'immobilier reste dans la famille. Si Chloé est stable, mes parents peuvent se détendre et je peux me concentrer à 100% sur toi. Les aider aujourd'hui est un investissement en nous. Et dans cet investissement qui porte le nom de Chloé sur l'acte. Où est ma place ?
Pourquoi tout le monde est-il si terrifié de me donner une propriété légale? Denis se tut. Dans le plan de sa famille, le seul rôle d'Audrey était celui d'un virement bancaire. La tour de luxe de Fulton Market apparut 20 minutes plus tard. C'était une tour de verre immaculée avec un concierge en uniforme. Chloé et Béatrice attendaient déjà sur le trottoir. Dès que Denis se gara, Chloé courut vers la voiture, frénétique. Enfin. Philippine dit que si nous ne versons pas l'argent de la compte avant midi, le promoteur passe au prochain acheteur. Audrey sortit de la voiture, ferma la portière et regarda Chloé avec un calme glacial. Je n'ai pas dit que nous payions l'argent de la compte aujourd'hui. Le sourire de Chloé disparut. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit à la maison que tu allais à la banque. Béatrice s'approcha en marchant lourdement, serrant son faux sac de marque. Elle baissa la voix, mais elle était venimeuse. Audrey, ne mets pas ma patience à l'épreuve. Nous sommes ici. Fais-le. L'agent et les promoteurs attendent. Si tu nous fais passer pour des idiots, tu le paieras cher. Denis se tint juste derrière Audrey, lui murmurant à l'oreille. Monte juste et regarde-le. Tu verras que ça vaut le coup. L'appartement témoin au 25e étage était effectivement à couper le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Chicago. Parquet, appareil haut de gamme. Chloé entra immédiatement dans la chambre principale, poussant des cris comme si elle détenait déjà les clés. Je mettrai le lit ici et une coiffeuse dans ce coin. Tu vois, Audrey, cet endroit me correspond tellement. Quand la famille de mon fiancé verra ça, ils me respecteront tellement plus. Écoutez cette fille revendiquer un pantouse de luxe qui correspondait à son style, en utilisant l'argent des parents décédés de quelqu'un d'autre, remplit Audrey d'une pitié amère, presque risible. Philippine, l'agente immobilière, se tenait dans la cuisine dans un blazer gris ajusté. Elle semblait profondément mal à l'aise mais garda son sourire professionnel, sortant une pile de papier. D'accord, nous avons l'accord de réservation prêt. L'acheteur principal est Chloé et le dépôt initial est de 200 000 $. Si nous exécutons cela aujourd'hui, l'unité est bloquée. Audrey regarda directement Philippine. Le nom de la personne qui vire l'argent apparaîtra-t-il sur l'un des documents de propriété? La pièce devint silencieuse. Philippine déglutit difficilement, regardant de Chloé à Béatrice. Selon les instructions fournies par la famille, la seule titulaire de propriété sera Chloé. Audrey hocha la tête. Donc, je vire 200 000 $ et mon nom n'existe légalement pas sur cette propriété. Chloé s'énerva. Tu n'es pas épuisé de poser la même question? Tu as accepté de nous aider. Fais-le correctement. Je vais me marier, et si tu insistes pour mettre ton nom sur ma maison, tu essaies juste de me contrôler financièrement. Béatrice s'avança, les yeux sombres. Écoute-moi. Cet appartement représente la fierté de ma famille. Tu verses les 200 000 $ aujourd'hui, et je t'accepterai comme ma belle-fille. Mais si tu vas nous chercher des poux sur des détails légaux, je serai honnête. Denis a beaucoup d'options. Et après la petite cascade que tu as faite hier, annuler un mariage, voyons voir quel homme veut des marchandises abîmées une fois que les rumeurs commenceront à circuler. Denis s'avança et saisit l'épaule d'Audrey. Il essayait d'avoir l'air affectueux devant l'agente immobilière, mais ses doigts s'enfonçaient douloureusement dans sa clavicule. N'embarrasse personne. Vire l'argent. Nous signerons la licence de mariage cet après-midi, et je me rattraperai ce soir. Audrey inclina la tête pour le regarder. Tu veux que je vire l'argent comptant tout de suite? Et que je signe ce faux contrat que ta mère a imprimé? Denis cligna des yeux, choqué qu'elle parle si crûment devant une tierce partie. Béatrice intervint. Signe d'abord l'accord, puis vire l'argent. Nous devons avoir par écrit que c'est un don familial volontaire et que tu ne nous poursuivras pas en justice plus tard. Philippine, horrifiée, força un rire poli. Peut-être voulez-vous discuter des affaires familiales en privé. Je ne fais que faciliter la transaction conformément à la loi de l'État. Audrey la regarda, sa voix résonnant clairement. Alors vous êtes mon témoin. Je ne suis pas marié à Denis. Je n'ai aucun lien légal avec cette famille. Si je vire l'argent pour que Chloé achète cette maison, et que je ne suis pas sur l'acte, il n'y a pas de billet à ordre et pas de plan de remboursement. Quelle garantie légale ai-je pour protéger mes biens? Philippine devint pâle. Avant qu'elle ne puisse répondre, Béatrice explosa.
Qui diable essayez-vous d'effrayer avec vos légalités? Pensez-vous que nous allons vous escroquer? Audrey se tourna pour lui faire face. Je n'ai jamais dit que vous m'escroquiez. Je pose des questions sur mes droits. Votre droit est d'être la belle-fille de cette maison, siffla Béatrice, s'approchant de l'espace personnel d'Audrey. D'épouser Denis et que nous vous tolérions. Pensez-vous être Dieu parce que vous avez de l'argent? Sans ma famille, vous n'êtes qu'une orpheline amère et pathétique, accrochée à un compte bancaire. Personne ne vous aimera jamais vraiment. Cette phrase glaça l'air dans le Penthouse. Denis tira le bras de sa mère. Maman, arrête. Non pas parce qu'il défendait Audrey, mais parce qu'il savait que le masque était complètement tombé. Audrey regarda Béatrice. Pendant une seconde, les visages de ses parents lui apparurent clairement à l'esprit. Son père lui disait que l'argent ne la rendait pas meilleure que quiconque. Mais les économies qu'ils avaient accumulées étaient le sang, la sueur et la jeunesse de leur famille. Aujourd'hui, une femme se tenait devant elle, l'appelait une orpheline pathétique et exigeait ses économies pour l'honneur d'être une belle-fille. La douleur ne la brisa pas. Elle la forgea en acier. Audrey sortit son téléphone. Très bien, si c'est comme ça, je dois appeler mon avocat pour savoir comment structurer le virement légalement. Denis paniqua. Nous n'avons pas besoin d'un avocat. Le visage de Béatrice se décomposa. C'est une affaire de famille. Gardez les étrangers en dehors. Audrey les regarda tous les trois. C'est mon argent et je ne crois plus que ce soit juste une affaire de famille. Denis s'élança, son visage sombre de rage, essayant de lui arracher le téléphone des mains. À cet instant précis, la lourde porte de l'unité témoin s'ouvrit. Marc entra, flanqué d'une femme en tailleur noir impeccable et du garde de sécurité armé de l'immeuble. Les yeux de Marc balayèrent la pièce, se posant instantanément sur la main de Denis, qui agrippait le poignet d'Audrey. Lâchez-la. Denis se figea. Qui diable êtes-vous? Marc entra dans le salon, son ton calme, mais rayonnant une autorité absolue. Je suis l'avocat d'Audrey, et à partir du moment où elle est entrée dans cet immeuble, sa localisation GPS et un flux audio de chaque menace, coercition et tentative d'extorsion de virement ont été enregistrés en toute sécurité. Le visage de Chloé prit la couleur des cendres. Philippine, l'agente immobilière, recula de 3 grands pas. Béatrice ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Denis lâcha le poignet d'Audrey comme s'il avait touché un poil brûlant. Audrey rangea son téléphone dans son sac à main. Elle regarda le magnifique appartement baigné de soleil, puis la famille qui avait failli devenir la sienne. C'est un endroit magnifique, dit-elle lentement. C'est dommage qu'il faille de l'argent volé pour l'acheter. Personne ne savait quoi dire. Dans le couloir, l'ascenseur tinta et d'autres acheteurs potentiels jetèrent un coup d'œil curieux. Pour la première fois, Béatrice montra une véritable panique. Elle réalisa que sa petite production théâtrale de la famille parfaite avait débordé dans le monde réel devant des avocats, des caméras et des témoins. Marc ne haussa pas la voix, mais sa présence rendit la pièce incroyablement claustrophobe pour des personnes habituées à gagner par des cris. « Je me fiche de votre drame familial », dit Marc à Béatrice avec une politesse glaciale. « Je me soucie du fait que ma cliente est agressée pour transférer des sommes à 6 chiffres sans billet à ordre, sans droit de propriété, sous des menaces de diffamation, en utilisant une licence de mariage comme levier. Si vous considérez cela comme une affaire de famille, nous devrions certainement régler ça devant les autorités. » Denis fit un pas en avant, levant les mains en signe de reddition. « N'utilisez pas le mot menace. Personne n'a forcé personne. Audrey aidait ma sœur volontairement. » Audrey se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure. « Quand était-ce volontaire ?» Denis déglutit difficilement. Ce n'était qu'une question, mais derrière elle se cachait toute une matinée à être prise en embuscade dans un salon. Un faux contrat de mariage abusif. Les menaces de Béatrice de la ruiner au travail et la prise douloureuse sur son épaule quelques minutes plus tôt. Philippine essuya nerveusement la sueur de son front, désespérée de se laver les mains de la situation. « Écoutez, je pense que vous devez tous régler ça en privé. Notre agence suspend officiellement la réservation de cette unité jusqu'à ce que l'origine des fonds et le titulaire soient légalement vérifiés. » Chloé hurla comme une banshee. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez promis de la garder jusqu'à midi. J'ai déjà dit à la famille de mon fiancé. Les faire-part de mariage sont chez l'imprimeur. Vous ne pouvez pas la suspendre. »
Philippine eut l'air misérable. Chloé, c'est la politique de l'entreprise. S'il y a un litige sur l'origine des fonds, nous ne pouvons pas accepter l'argent de la compte en séquestre. Béatrice se tourna vers Audrey avec une fureur violente. C'est ce que tu voulais? Détruire ma famille pour 200 000 $? Tu agis comme si nous t'arrachions le cœur. Audrey la regarda longuement. Elle avait un jour appelé cette femme « maman ». Elle lui avait acheté des suppléments articulaires coûteux quand ses genoux lui faisaient mal. Elle lui avait envoyé des cadeaux de Noël. Elle pensait que si elle essayait juste un peu plus fort, elle serait aimée. Il ne s'agit pas des 200 000 $ ou des 800 000 $, dit Audrey d'une voix égale. Il s'agit du fait que vous me regardez et ne voyez qu'un distributeur de billets ambulants. Le silence tomba. Marc tendit un mouchoir à Audrey pour qu'elle tamponne la marque rouge que Denis avait laissée sur son poignet. Le geste exaspéra Denis. Tu pars avec un costume au hasard et tu me jettes, grogna Denis. Les 3 dernières années n'ont absolument rien signifié pour toi. Audrey sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ces 3 années ont tout signifié pour moi. C'est toi qui les as transformées en un acompte pour l'appartement de Chloé. Denis pâlit. Béatrice semblait sur le point de se jeter physiquement sur Audrey, mais le garde de sécurité s'interposa, leur demandant fermement de baisser la voix. Humiliée et exposée, la famille fut contrainte de partir. Chloé courut vers l'ascenseur, sanglotant, non par culpabilité, mais parce que son pantouse de rêve venait de s'évanouir. Denis fut le dernier à quitter l'unité, il lança à Audrey un regard de pure haine. Mais en présence de Marc et du garde de sécurité, il n'osa rien faire. Lorsqu'ils atteignirent le hall du rez-de-chaussée, Béatrice changea soudain de tactique. Elle cessa de crier, saisit le bras d'Audrey et adopta un visage pathétique et suppliant. Audrey, j'étais stressée. J'ai dit des choses horribles. Ne m'en voulez pas. Toutes les familles se disputent. Si vous aimez Denis, aidez-le à traverser cette période difficile. Je jure que je vous traiterai comme une fille. Audrey retira son bras. La seule fille que vous traitez bien est Chloé. Et vous allez utiliser mon argent pour lui acheter une maison. Béatrice resta sans voix. Denis intervint, oscillant entre la supplication et le blâme. Que voulez-vous que nous fassions? Vous voulez l'appartement à votre nom? D'accord, je convaincrai ma mère, mais nous devons payer la réservation aujourd'hui. La tête de Chloé se releva brusquement. Denis, c'était censé être ma maison. Tais-toi, siffla Denis à sa sœur. Ce seul échange prouva tout à Audrey. Lorsque leur escroquerie était menacée, leur soi-disant loyauté familiale était aussi fausse que l'amour de Denis. Ils s'entendraient pour saigner à blanc une étrangère, mais dès que le butin était en danger, ils se dévoreraient entre eux. Allons-y, Audrey, dit Marc. Elle hocha la tête et sortit vers la voiture de Marc. Denis tenta de la suivre, mais Béatrice le tira en arrière, réalisant probablement que faire une scène dans la rue ne ferait que les faire arrêter. Alors que la voiture s'éloignait, Audrey regarda dans le rétroviseur. La mère, le fils et la fille se tenaient devant l'immeuble de verre brillant, l'air petit, pathétique et déformé sous le soleil de midi. Hier, Audrey pensait qu'elle n'avait qu'à s'éloigner. Aujourd'hui, elle réalisa que s'éloigner n'était pas suffisant. Si elle restait silencieuse, il la dépeindrait comme une croqueuse de diamants, une personne inconstante, une femme folle qui avait laissé un homme bon à l'hôtel. Ils utiliseraient son silence comme une toile vierge pour leurs mensonges. De retour au bureau de Marc, sur la salle Street, ils mirent en sécurité tous les enregistrements audio, les photos et les journaux GPS sur un serveur sécurisé. La femme en costume noir était Claire, une comptable légiste et spécialiste de la protection des actifs. Elle ouvrit son ordinateur portable et parla calmement à Audrey. À compter d'aujourd'hui, nous mettons un blocage strict sur tout transfert important. Nous séparons vos comptes courants de vos portefeuilles d'investissement. Nous rédigeons une déclaration sous serment que vos actifs sont strictement un héritage et nous informons votre banque que tout mouvement de plus de 500 $ nécessite une vérification en personne en plusieurs étapes, même s'ils ont des photos de vos identifiants. Nous devons prévenir le vol d'identité. Audrey se souvint des fois où Denis lui avait demandé son numéro de sécurité sociale sous prétexte de réserver des vols. Des fois où il avait pris des captures d'écran de son application bancaire pour l'aider à trouver de meilleurs taux d'intérêt. Des fois où Béatrice avait subtilement sondé le nombre de comptes d'épargne qu'elle possédait. Cela semblait innocent alors. Maintenant, c'était une toile d'araignée.
Pensez-vous qu'ils ont des copies de mes documents, demanda-t-elle. Marc hocha la tête. Très probable. De plus, ils vont utiliser le mariage annulé pour affirmer que vous leur avez promis l'argent. Ils pourraient même essayer de forger un billet à ordre. Nous devons frapper les premiers. Claire lui tendit une liste de contrôles. Chaque élément était un nouveau verrou sur sa vie. Elle avait pensé que l'amour consistait à ouvrir des portes. Mais elle comprenait maintenant qu'avant de laisser entrer qui que ce soit, il faut savoir exactement qui détient les clés de sa maison. Cet après-midi-là, Audrey et Marc se rendirent directement à une grande agence Chase du centre-ville. Elle transféra la majeure partie de son héritage dans une fiducie irrévocable. Seule elle en avait le contrôle, et les fonds ne pouvaient être déplacés sans vérification légale indépendante. La directrice de l'agence, Cynthia, s'en occupa personnellement. À chaque signature et tampon, Audrey sentait qu'elle reprenait le contrôle de sa vie à une bande de vautours. Il faisait nuit quand ils quittèrent la banque. Audrey ralluma enfin son téléphone. Elle avait 70 appels manqués et plus de 100 SMS de Denis, Béatrice, Chloé et des numéros inconnus. Les premiers SMS étaient des excuses. Les suivants viraient au chantage. Tu me tues. Ma famille est humiliée à cause de toi. La tension artérielle de maman a monté en flèche. Es-tu heureuse? Si tu ne viens pas t'excuser, j'appelle ton patron et je leur dis à quel point tu es manipulatrice. Alors qu'elle lisait cela, Bérangère, sa meilleure amie, appela Audrey. Audrey, où es-tu? Cria Bérangère. Chloé vient de poster un statut énorme dans notre groupe Facebook commun. Elle prétend que tu as annulé le mariage parce qu'il ne voulait pas mettre son appartement à ton nom et elle insinue que tu utilises ta richesse pour abuser financièrement de Denis. Les gens sont déjà en train de commenter. Audrey ferma les yeux. Fais des captures d'écran de tout. Ne réponds pas, tu veux que je les laisse te dénigrer? Pour l'instant, je veux qu'ils creusent leur tombe un peu plus profondément. Bérangère marqua une pause. Comment peux-tu être si calme? Audrey regarda la sombre ligne d'horizon de Chicago. Si je ne suis pas calme, il gagne. Cette nuit-là, Audrey ne rentra pas chez elle. Marc lui réserva une chambre dans un hôtel-boutique appartenant à un client pour s'assurer que Denis ne puisse pas venir la harceler. Elle engagea un serrurier pour changer les serrures de son appartement le lendemain matin. Avant de dormir, elle lut le message de Chloé. Les commentaires étaient toxiques. Les gens traitaient Audrey de snob riche, de narcissique, et disaient que Denis avait échappé à une balle. Un commentaire de Chloé se distinguait. Nous sommes peut-être de la classe ouvrière, mais nous avons de la dignité. Audrey éclata de rire dans sa chambre d'hôtel. Une famille qui avait passé la matinée à essayer d'extorquer 600 000 $ prêchait maintenant la dignité. Elle enregistra les captures d'écran et les envoya à Marc. Juste au moment où elle rangeait son téléphone, un SMS arriva d'un numéro inconnu. Salut Audrey, je suis Morgane. J'ai fréquenté Denis il y a quelques années. Je sais que sa famille en veut à votre argent. Si vous voulez la vérité, retrouvez-moi demain matin au café près du Lincoln Park Conservatory. Je sais ce qu'ils font. Audrey fixa le nom. Elle pensait avoir vu le pire de Denis, mais ce SMS était une porte qui s'ouvrait sur une pièce sombre. Ce qui se cachait derrière, ce n'était pas seulement la cupidité d'une famille, mais les cicatrices des femmes qui avaient été réduites au silence avant elle. Le lendemain matin, Audrey arriva au café 15 minutes en avance. Elle prit une table d'angle face à la porte. Dans sa tête, les commentaires toxiques de Chloé résonnaient encore. En seulement 24 heures, le récit avait été transformé en le trope classique, la fille riche snob qui rejette le fiancé pauvre et noble à cause de l'argent. Cela ne la surprit pas, mais la nature humaine la dégoûtait. Un mensonge peut faire le tour du monde tandis que la vérité est encore en train de lasser ses chaussures. À 9 heures exactement, une femme en chemisier bleu clair entra. Elle avait la trentaine, portait un maquillage minimal, mais ses yeux avaient cette clarté perçante de quelqu'un qui a survécu à l'enfer et ne se soucie plus des apparences. Vous êtes Audrey. Je suis Morgane. Morgane s'assit, serrant fermement son sac à main. Elle regarda Audrey de haut en bas. Désolé de vous avoir contacté de nulle part. J'ai vu le post de Chloé hier soir. Il parle de vous exactement comme il parlait de moi il y a 2 ans. Morgane sortit son téléphone et montra une vieille photo. Un jeune Denis, l'air enfantin et doux, avait son bras autour de Morgane dans un bon restaurant de Gold Coast.
Il regardait l'appareil photo avec le même regard dévoué qui avait trompé Audrey. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, dit Morgan. J'étais comptable pour une entreprise technologique. Je gagnais bien ma vie. Mes parents possèdent une belle maison à Naperville. Au début, Denis était parfait. Puis, quand nous avons commencé à parler de mariage, Béatrice a commencé à sonder. Elle voulait savoir si mes parents mettaient la maison de Naperville à mon nom et combien d'argent ils nous donnaient pour le mariage. Audrey n'interrompit pas. Dans chaque phrase, elle entendait l'écho de sa propre vie. Peu de temps après, Morgan continua, Béatrice m'a dit que la famille était en difficulté financière. Elle voulait que je contracte un prêt personnel de 100 000 $ pour que Denis puisse démarrer sa propre entreprise. Elle a dit qu'une fois mariés, tous les revenus seraient de toute façon les nôtres, et si je n'aidais pas, cela prouvait que je ne l'aimais pas vraiment. Denis me supplia. Il pleura. Il me dit de ne pas laisser l'argent ruiner notre amour. Morgan laissa échapper un rire amer. J'ai failli signer les documents du prêt. Mais mon père est banquier. Il a examiné les papiers et a réalisé que l'argent n'allait pas à l'entreprise de Denis. Il allait directement sur un compte appartenant à son père, Henri. Quand j'ai exigé une explication, toute la famille s'est retournée contre moi. Ils ont dit que j'avais insulté leur honneur. Une semaine plus tard, Denis m'a largué. Il a dit que j'étais trop calculatrice et que je ne savais pas comment faire partie d'une famille. Les doigts d'Audrey devinrent froids. Ont-ils aussi ruiné votre réputation? Oui. Chloé a posté partout sur Instagram que j'avais utilisé Denis pour le statut et les avais abandonnés quand les temps étaient durs. Béatrice s'est littéralement présentée à mon bureau en pleurant, hurlant à la réceptionniste que j'avais ruiné la vie de son fils. J'étais tellement mortifié que j'ai fini par quitter mon emploi. Et plus tard, j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Morgan ouvrit une application de notes sur son téléphone. Il y avait 3 autres noms, Laure, Rachel et Sarah. Laure est venue avant moi. Sa famille possède une entreprise de fourniture de construction. Denis lui a emprunté 25 000 $, prétendant que Béatrice avait besoin de traitements médicaux d'urgence. Quand ils ont rompu et que Laure a demandé à être remboursée, il a affirmé que c'était un don volontaire fait pendant leur relation. Pas de paperasse, donc elle a perdu. Rachel a en fait eu une fête de fiançailles. Béatrice a exigé que les parents de Rachel mettent leur propriété d'investissement au nom de Denis afin qu'il puisse être le chef de famille. Ils ont refusé. Alors Béatrice a lancé une rumeur selon laquelle Rachel couchait à droite à gauche et avait un passé louche. La mère de Rachel a fini aux urgences à cause d'une crise de panique. Je n'ai pas réussi à joindre Sarah, mais j'ai entendu dire qu'elle avait été contrainte d'investir dans l'entreprise de construction d'Henri. Chaque nom frappa Audrey comme une brique. Elle regarda son thé. Elle n'était pas une exception. Elle n'était que la dernière victime d'une longue chaîne systématique d'abus financiers déguisés en romance. Denis n'était pas une victime de la cupidité de sa mère. Il était l'homme de main. Il trouvait des femmes avec des actifs, établissait la confiance, les amenait à l'hôtel et laissait sa mère et sa sœur jouer les belles familles exigeantes pour extraire l'argent. « Pourquoi m'avez-vous contacté ?» demanda Audrey. Morgan regarda par la fenêtre. « Parce que personne ne m'a averti. Je pensais que j'étais juste une idiote qui s'était fait arnaquer et j'avais trop honte de parler. Mais quand j'ai vu le post de Chloé hier soir, j'ai vu rouge. Ils font exactement la même chose. Si vous restez silencieuse, ils continueront. » Audrey resta silencieuse pendant un long moment. « Avez-vous encore des preuves ?» Morgan sortit une épaisse enveloppe de son sac. Des SMS. Le faux contrat de prêt. Un message vocal audio de Béatrice qui me crie dessus. Ce sont des copies. J'ai les originaux. Si vous avez besoin de moi, je témoignerai. Audrey prit l'enveloppe. La bataille ne concernait plus seulement Denis. Il s'agissait d'une famille entière gérant un syndicat d'extorsion émotionnelle. Elle appela Marc et le mit sur haut-parleur. Quand Marc entendit les détails, son cerveau d'avocat s'emballa. Ne donnez les originaux à personne. Je viens vous voir tout de suite. S'il y a plusieurs victimes, nous allons faire passer ça d'une rupture compliquée à une fraude électronique et à une extorsion systémique. Pendant qu'elle attendait Marc, Morgan partagea plus de détails qui rendirent Audrey malade. Béatrice avait l'habitude d'appeler la future belle-fille très tôt dans la relation pour créer un sentiment d'obligation, suivi immédiatement de petites demandes financières, payer un dîner de famille,
réparer un appareil cassé, prêter de l'argent à Chloé. Si la fille se plaignait, Denis jouait la victime, pris entre sa mère et sa copine. Si elle s'exécutait, la demande montait en flèche. C'était une lente goutte de poison. Quand Marc entra dans le café, le téléphone d'Audrey vibra. Bérangère envoya une nouvelle capture d'écran. Chloé avait posté une photo d'Audrey prise en secret à l'appartement de Fulton Market, la légendant, certaines personnes aiment parler d'amour, mais quand il est temps d'aider leur famille, elles montrent leur vrai visage. Dieu merci, mon frère n'a pas signé le permis de mariage. Denis avait commenté en dessous, je veux juste passer à autre chose paisiblement, même si c'est moi qui ai été blessé. Morgane pâlit, revivant son propre traumatisme. Mais Audrey resta parfaitement immobile. Elle tendit le téléphone à Marc. Est-ce suffisant pour la prochaine étape? Marc hocha la tête d'un air sombre, plus que suffisant pour leur envoyer un ordre de cesser et de s'abstenir. Mais si tu veux en finir avec eux, ce n'est peut-être pas assez. Ils font du bruit parce qu'ils pensent que tu as trop honte pour te défendre. Audrey regarda Morgane. Alors nous faisons exactement le contraire. Nous arrêtons de nous cacher. Peux-tu contacter Laure et Rachel? Si elles sont d'accord, je veux les rencontrer. Je ne les utiliserai pas, mais elles doivent savoir qu'elles n'ont plus besoin de se taire. À midi, Denis appela. Audrey répondit, sa voix monocorde. Où es-tu? Demanda-t-il. Ma mère est un désastre et Chloé n'arrête pas de pleurer. Tu sais qu'elle a posté ça parce qu'elle est blessée. Dis à tes amis d'arrêter de te défendre en ligne. Audrey regarda les preuves étalées sur la table du café. Denis, te souviens-tu de Morgane? Silence. Un silence profond et étouffant à l'autre bout du fil. Audrey entendit sa respiration se couper. Comment la connais-tu? Je connais aussi Laure et Rachel et Sarah qui a investi dans l'entreprise de ton père. Denis abandonna son rôle de victime. Sa voix devint vicieuse. Tu déterres le passé. Ces filles étaient folles. Elles sont juste jalouses parce que je t'ai choisi. Tu m'as choisi ou mon compte bancaire? Elles te lavent le cerveau. Je te préviens, Audrey. Si tu transformes ça en cirque, c'est toi qui auras l'air folle. Les gens détestent une femme qui cause du drame. Pense à ta réputation. Audrey rit. Merci. C'était aussi enregistré. Denis jura et raccrocha. Marc eut l'air inquiet. Ils vont passer au niveau supérieur maintenant. Je sais, répondit Audrey. En moins d'une heure, une rumeur encore pire frappa les groupes Facebook. La famille de Denis prétendait que le chagrin d'avoir perdu ses parents avait rendu Audrey psychologiquement instable et paranoïaque, et qu'elle avait sa place dans un service psychiatrique. Cela ne fit pas seulement dégoûter Audrey, cela alluma une rage froide et pure. Attaquer son argent était une chose. Utiliser ses parents décédés pour la manipuler était un pas de trop. Elle envoya un SMS à Marc, prépare tout. Nous mettons fin à cela. Cet après-midi-là, Audrey rencontra Laure et Rachel dans une salle de conférence du cabinet de Marc. Les stores étaient tirés. Un enregistreur vocal était posé au milieu de la table. La pluie martelait les fenêtres de Chicago, sonnant comme un tambour de guerre. Laure était petite, vêtue d'un trench coat, les yeux épuisés. Rachel arriva avec Morgane. Elle semblait plus vive, mais ses mains tremblaient quand elle tenait son café. Les femmes restèrent silencieuses. Le traumatisme partagé entre inconnus est une chose lourde. Audrey parla la première. Merci d'être venue. Je ne veux forcer personne à revivre son traumatisme, mais j'ai besoin de la vérité. Non pas pour une vengeance aveugle, mais pour les empêcher de faire cela à quelqu'un d'autre. Laure baissa les yeux, offrant un sourire triste. Quand je me suis fait arnaquer, je me suis dit de passer à autre chose. Les 25 000 $ ont fait mal, mais ce qui m'a brisé, c'est qu'ils ont convaincu tout le monde que c'était ma faute. Elle sortit des SMS de Denis jouant le fils dévoué, suppliant de l'argent pour des soins médicaux, suivi de Béatrice affirmant que l'argent était un don filial qui ne pouvait être remboursé. Quand Laure riposta, Chloé l'étiqueta de matérialiste bon marché en ligne. Rachel posa son café. Tu as eu de la chance de ne pas avoir eu de fête de fiançailles. Elle regarda Audrey. Mes parents m'ont acheté un appartement en banlieue. Béatrice a exigé que je mette Denis sur l'acte de propriété pour qu'il ne se sente pas émasculé. Quand mes parents ont refusé,
ils ont commencé à faire courir des rumeurs selon lesquelles je couchais à droite et à gauche et que j'avais un passé louche. Ma mère a fini aux urgences à cause d'une crise de panique. Quand j'ai confronté Denis, il m'a dit que si j'avais juste été généreuse, rien de tout cela ne serait arrivé. Le même scénario, le même stratagème, juste des victimes différentes et des sommes d'argent différentes. Marc n'interrompit pas jusqu'à ce que Rachel sorte une vieille clé USB. Elle contenait un message vocal de Béatrice. Si la famille de la fille a des biens et qu'elle ne veut pas les partager, ne l'épouse pas, dit à tout le monde que c'est une. Voyons qui aura le courage de sortir avec elle après ça. Cet audio établit l'intention de diffamer comme moyen d'extorsion, dit Marc, les yeux durs. Morgan organisa un appel vidéo avec Sarah. Sarah, dans la quarantaine, était assise dans un bureau. Elle expliqua comment Denis l'avait ciblée lors d'un événement de réseautage, agissant comme une âme plus âgée. 6 mois plus tard, Henri l'invita à investir 40 000 $ dans son entreprise de construction, Denis agissant comme garant. 3 mois plus tard, l'entreprise déposa le bilan. J'ai fait quelques recherches, dit Sarah avec un sourire froid. Cette entreprise était un coquille vide. Mais 40 000 $ ont payé les usuriers d'Henri et ont financé la compte de la première fête de fiançailles de Chloé. Parce que, oui, Chloé avait déjà été fiancée. Le gars avait rompu quand il a découvert qu'ils étaient noyés sous les dettes. Depuis, Béatrice était obsédée par l'idée d'acheter un appartement à Chloé en espèces afin que la famille de son prochain fiancé ne les méprise pas. La pièce manquante du puzzle se mit en place. L'appartement de Fulton Market n'était pas seulement une lubie. C'était une dissimulation désespérée pour assurer le mariage de Chloé, financé par l'héritage d'Audrey. À la fin de la réunion de 3 heures, une montagne de preuves était sur la table. Nous ne laissons pas tout tomber d'un coup, dit Marc. Ce soir, je leur envoie la mise en demeure par email certifié et par coursier. Je leur demande de retirer la diffamation, mais nous préparons les plaintes pénales pour fraude électronique et extorsion. Ils vont jouer la carte de la victime, avertit Rachel. Ce que nous voulons exactement, dit Audrey. Ce soir-là, la mise en demeure fut signifiée à Denis, Béatrice et Chloé. Elle les avertissait de cesser immédiatement leurs tentatives de diffamation et d'extorsion sous peine de poursuites civiles et pénales graves. Elle incluait quelques captures d'écran des preuves. À 22 heures, Denis appela Audrey. Elle répondit en présence de Marc et des autres femmes. « Tu as perdu la tête, rugit Denis. Tu t'allies à mes ex-folles pour me ruiner. Laisse tomber le procès et excuse-toi. » « T'excuser » demanda Audrey sèchement. « Tu penses qu'un avocat bon marché me fait peur ? Écoute-moi, psychopathe. Demain, c'est le déjeuner de fiançailles avec toute ma famille élargie. Je vais dire à toutes mes tantes et oncles exactement quel sociopathe tu es. Si tu as le moindre brin de dignité, tu te présenteras au restaurant et tu supplieras ma mère de te pardonner. Sinon, regarde-moi détruire ta vie. » Audrey ne ressentit aucune colère, seulement de la pitié pour un homme si aveuglé par sa propre escroquerie. « J'y serai, mais souviens-toi, quand tu fais une scène, la vérité a tendance à éclater. »« Nous verrons ça, » cracha Denis et raccrocha. Marc referma son ordinateur portable d'un claquement. « Ils vont passer au nucléaire maintenant. »« Je sais, » répondit Audrey. En moins d'une heure, une rumeur encore pire frappa les groupes Facebook. La famille de Denis prétendait que le chagrin d'avoir perdu ses parents avait rendu Audrey psychologiquement instable et paranoïaque, et qu'elle avait sa place dans un service psychiatrique. Cela ne fit pas seulement dégoûter Audrey, cela alluma une rage froide et pure. Attaquer son argent était une chose. Utiliser ses parents décédés pour la manipuler était un pas de trop. Elle envoya un SMS à Marc, « Prépare tout. Nous mettons fin à cela. » Cet après-midi-là, Audrey rencontra Laure et Rachel dans une salle de conférence du cabinet de Marc. Les stores étaient tirés. Un enregistreur vocal était posé au milieu de la table. La pluie martelait les fenêtres de Chicago, sonnant comme un tambour de guerre. Laure était petite, vêtue d'un trench coat, les yeux épuisés. Rachel arriva avec Morgan. Elle semblait plus vive, mais ses mains tremblaient quand elle tenait son café. Les femmes restèrent silencieuses. Le traumatisme partagé entre inconnus est une chose lourde. Audrey parla la première. « Merci d'être venu. Je ne veux forcer personne à revivre son traumatisme, mais j'ai besoin de la vérité. Non pas pour une vengeance aveugle, mais pour les empêcher de faire cela à quelqu'un d'autre. » Laure baissa les yeux,
offrant un sourire triste. Quand je me suis fait arnaquer, je me suis dit de passer à autre chose. Les 25 000 $ ont fait mal, mais ce qui m'a brisé, c'est qu'ils ont convaincu tout le monde que c'était ma faute. Elle sortit des SMS de Denis jouant le fils dévoué, suppliant de l'argent pour des soins médicaux, suivi de Béatrice affirmant que l'argent était un don filial qui ne pouvait être remboursé. Quand Laure riposta, Chloé l'étiqueta de matérialiste bon marché en ligne. Rachel posa son café. Tu as eu de la chance de ne pas avoir eu de fête de fiançailles. Elle regarda Audrey. Mes parents m'ont acheté un appartement en banlieue. Béatrice a exigé que je mette Denis sur l'acte de propriété pour qu'il ne se sente pas émasculé. Quand mes parents ont refusé, ils ont commencé à faire courir des rumeurs selon lesquelles je couchais à droite et à gauche et que j'avais un passé louche. Ma mère a fini aux urgences à cause d'une crise de panique. Quand j'ai confronté Denis, il m'a dit que si j'avais juste été généreuse, rien de tout cela ne serait arrivé. Le même scénario, le même stratagème, juste des victimes différentes et des sommes d'argent différentes. Marc n'interrompit pas jusqu'à ce que Rachel sorte une vieille clé USB. Elle contenait un message vocal de Béatrice. Si la famille de la fille a des biens et qu'elle ne veut pas les partager, ne l'épouse pas, dit à tout le monde que c'est une. Voyons qui aura le courage de sortir avec elle après ça. Cet audio établit l'intention de diffamer comme moyen d'extorsion, dit Marc, les yeux durs. Morgan organisa un appel vidéo avec Sarah. Sarah, dans la quarantaine, était assise dans un bureau. Elle expliqua comment Denis l'avait ciblée lors d'un événement de réseautage, agissant comme une âme plus âgée. 6 mois plus tard, Henri l'invita à investir 40 000 $ dans son entreprise de construction, Denis agissant comme garant. 3 mois plus tard, l'entreprise déposa le bilan. J'ai fait quelques recherches, dit Sarah avec un sourire froid. Cette entreprise était un coquille vide. Mais 40 000 $ ont payé les usuriers d'Henri et ont financé la compte de la première fête de fiançailles de Chloé. Parce que, oui, Chloé avait déjà été fiancée. Le gars avait rompu quand il a découvert qu'ils étaient noyés sous les dettes. Depuis, Béatrice était obsédée par l'idée d'acheter un appartement à Chloé en espèces afin que la famille de son prochain fiancé ne les méprise pas. La pièce manquante du puzzle se mit en place. L'appartement de Fulton Market n'était pas juste une lubie. C'était une dissimulation désespérée pour assurer le mariage de Chloé, financé par l'héritage d'Audrey. À la fin de la réunion de 3 heures, une montagne de preuves était sur la table. Nous ne laissons pas tout tomber d'un coup, dit Marc. Ce soir, je leur envoie la mise en demeure par email certifié et par coursier. Je leur demande de retirer la diffamation, mais nous préparons les plaintes pénales pour fraude électronique et extorsion. Ils vont jouer la carte de la victime, avertit Rachel. Ce que nous voulons exactement, dit Audrey. Ce soir-là, la mise en demeure fut signifiée à Denis, Béatrice et Chloé. Elle les avertissait de cesser immédiatement leur tentative de diffamation et d'extorsion sous peine de poursuites civiles et pénales graves. Elle incluait quelques captures d'écran des preuves. À 22 heures, Denis appela Audrey. Elle répondit en présence de Marc et des autres femmes. « Tu as perdu la tête, rugit Denis. Tu t'allies à mes ex-folles pour me ruiner. Laisse tomber le procès et excuse-toi. » T'excuser, demanda Audrey sèchement. Tu penses qu'un avocat bon marché me fait peur? Écoute-moi, psychopathe. Demain, c'est le déjeuner de fiançailles avec toute ma famille élargie. Je vais dire à toutes mes tantes et oncles exactement quel sociopathe tu es. Si tu as le moindre brin de dignité, tu te présenteras au restaurant et tu supplieras ma mère de te pardonner. Sinon, regarde-moi détruire ta vie. Audrey ne ressentit aucune colère, seulement de la pitié pour un homme si aveuglé par sa propre escroquerie. J'y serai, mais souviens-toi, quand tu fais une scène, la vérité a tendance à éclater. Nous verrons ça, cracha Denis et raccrocha. Marc referma son ordinateur portable d'un claquement. Ils vont passer au nucléaire maintenant. Je sais, répondit Audrey. Le lendemain, Audrey se réveilla avec un calme cristallin étrange. Elle enfila une robe gris ardoise professionnelle, intouchable. Elle n'était plus la fiancée au cœur brisé. Elle était l'exécutrice. Marc l'appela. Pas de débat aujourd'hui. Nous les laissons se pendre. Je serai dans le café d'à côté avec les autres femmes. Si les choses deviennent physiques, nous intervenons et appelons la police de Chicago. Audrey se rendit à un restaurant italien haut de gamme populaire près de Millennium Park.
La salle à manger privée était bondée d'environ 20 personnes. Les tantes et oncles de Denis, les vieux copains de boisson d'Henri, et les parents du fiancé de Chloé. C'était une audience étouffante et soigneusement sélectionnée. Béatrice était assise en bout de table, les yeux rouges comme si elle avait pleuré pendant des heures. Chloé essuyait de fausses larmes. Quand Denis vit Audrey, il se précipita, projetant l'image d'un homme torturé et aimant. « Tu es venu. Dieu merci, tu as enfin retrouvé la raison. »« Je suis venu pour en finir, » dit Audrey d'une voix forte, restant debout. Elle garda son sac à main en bandoulière. L'enregistreur était allumé. Béatrice laissa échapper un sanglot dramatique. « Famille, amis, je suis tellement désolée pour ce drame. La femme que mon fils aime nous torture. Elle a annulé le mariage, amené des avocats et empêché ma fille d'acquérir son premier logement. Je ne veux pas son argent. Je voulais juste que nous soyons une famille, mais elle nous regarde comme si nous étions des criminels. » Un vieil oncle pointa un doigt vers Audrey. « Tu es assez vieille pour savoir mieux. Ma fille, quand tu te maries dans une famille, tu partages le fardeau. Tu peux serrer ton compte bancaire la nuit, mais c'est la famille qui compte. » Denis joua le médiateur. « Ne l'attaque pas. Elle a perdu ses parents. Cela la rend paranoïaque à propos de son héritage. » Il instrumentalisait son traumatisme devant un public en direct. Chloé intervint. « Je l'ai traitée comme une sœur et elle m'a humilié devant l'agente immobilière. Elle voulait juste me contrôler avec son argent. » Audrey les laissa finir. Elle regarda Béatrice. « Soyons parfaitement clairs. Dites-vous que j'ai promis d'acheter cet appartement ? » Béatrice fronça les sourcils. « Vous avez donné votre parole. Vous avez accepté de virer les 200 000 $ hier. J'ai accepté de le virer si cela était fait légalement avec un billet à ordre, ce que vous avez refusé. » Henri claqua son poing sur la table. « Comment osez-vous parler ainsi à vos aînés ? Vous arrivez dans cette famille avec des exigences. » Denis se précipita vers Audrey, l'air pathétique. « Audrey, s'il te plaît, arrête de nous embarrasser. Excuse-toi juste auprès de ma mère et nous pourrons passer à autre chose. » « M'excuser de quoi ? » demanda Audrey, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. « De refuser de virer 600 000 $ sur un compte qui ne m'appartient pas ? Ou d'avoir découvert que Chloé publiait des mensonges sur moi en ligne pendant que j'étais au téléphone avec mon avocat ?» Audrey ouvrit son sac à main. Elle en sortit une pile de dossiers imprimés, la mise en demeure, les SMS, le faux contrat prénuptial qu'ils avaient essayé de la forcer à signer, et les jeta sur la table. « Chloé, as-tu écrit ces posts disant que j'avais annulé le mariage pour abuser financièrement de ton frère ?» Chloé balbutia, regardant les imprimés. « Je disais juste la vérité. Tu ne voulais pas mettre l'acte à mon nom. Vous nous extorquiez. Je vous extorquais en gardant mon argent sur mon compte bancaire ?» Audrey rit. Denis perdit le contrôle. Il essaya de saisir les dossiers sur la table. « Pourquoi apportes-tu ces ordures à un déjeuner de famille ? Et un peu de respect. Est-ce un déjeuner de famille ou un tribunal pour me faire plier ?» rétorqua Audrey. Béatrice recourut à son arme ultime. Elle serra sa poitrine, haletant. « Oh mon Dieu, mon cœur. Elle essaie de me tuer. Le stress me donne une crise cardiaque. » Denis tint sa mère. « Maman, respire. » Chloé hurla à Audrey. « Regarde ce que tu lui fais. » C'était une leçon de manipulation. Mais juste au moment où la famille élargie commençait à se lever, outrée, les lourdes portes en acajou de la salle privée s'ouvrirent. Marc entra, suivi de Morgane, Laure, Rachel et Bérangère, qui tenaient son téléphone, enregistrant toute la pièce. La pièce devint silencieuse. Le visage de Denis passa du rouge vif au blanc crayeux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Henri. Marc brandit ses titres d'avocat. « Je suis ici en tant que conseiller juridique, observant une tentative coordonnée d'extorquer ma cliente par la diffamation publique. » Morgane sortit de derrière Marc. Elle regarda Denis droit dans les yeux. « Bonjour Denis. 2 ans ont passé. Tu utilises toujours le même scénario ?» Rachel croisa le regard de Béatrice, qui sembla soudainement se remettre de sa crise cardiaque. « Et vous exigez toujours que les filles signent leurs biens immobiliers pour prouver leur amour pour votre fils ?» La famille élargie commença à chuchoter furieusement.
Le père du fiancé de Chloé se leva, le visage violet de rage, regardant Henri et Béatrice. Est-ce vrai? Vous avez monté des escroqueries pour financer l'appartement de Chloé. Nous pensions que vous aviez réussi. Béatrice paniqua. Dans un accès de pur désespoir, elle attrapa un verre d'eau glacée et le jeta sur Audrey. Marc intercepta, bloquant l'eau, mais le verre se brisa sur le sol. Le chaos éclata. Le gérant du restaurant se précipita. Chloé hurla à plein poumon. C'est entièrement de ta faute, Audrey. Si tu avais juste viré l'argent, nous ne serions pas ruinés. Les factures s'accumulent. Cette unique confession idiote scella leur sort. Si elle avait juste viré l'argent, l'hypocrisie était mise à nu. Denis, réalisant que l'arnaque était entièrement exposée et que sa famille était ruinée devant la famille de son futur beau-frère, s'effondra à genoux, là, dans le restaurant. Il agrippa la robe d'Audrey. Audrey, s'il te plaît. Je suis désolé. Ne me quitte pas. Nous pouvons arranger ça. Ma mère est juste folle. Je la couperai. Ne porte juste pas plainte. Béatrice hurla à son fils. Lève-toi. N'ose pas supplier Seth. Audrey regarda l'homme agenouillé à ses pieds. Elle se souvint du jour où il tenait un parapluie au-dessus d'elle au cimetière de Graceland. Elle réalisa maintenant qu'il ne la protégeait pas de la pluie. Il protégeait juste son investissement. Lâche-moi, dit Audrey doucement. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter tes excuses. Elle retira sa robe de son emprise, se retourna et sortit de la pièce, laissant la famille se déchirer devant leurs invités horrifiés. Dans la rue, l'air de Chicago était vif et pur après la pluie du matin. Le téléphone de Marc se mit soudain à sonner frénétiquement. Il répondit, écouta quelques secondes, et son visage devint de pierre. Il raccrocha et regarda Audrey. C'était Cynthia de la Chase Bank. Qu'est-ce qui s'est passé? Denis et Henri ont essayé d'initier un virement de 200 000 $ en ligne. Ils ont utilisé des photocopies de votre permis de conduire et de votre numéro de sécurité sociale et ont forgé un document de garant familial prétendant que Béatrice était une signataire autorisée sur vos comptes. Ils ont essayé de contourner les protocoles de sécurité pour virer l'argent directement au promoteur de Fulton Market. Une terreur froide envahit Bérangère, qui se tenait à proximité. Ils ont essayé de le voler pendant que nous étions au restaurant? Oui, dit Marc, mais grâce au blocage que nous avons mis sur les comptes hier, le système l'a signalé comme une fraude massive. Cynthia l'a bloqué et a immédiatement informé le département de police de Chicago. Ils envoient des détectives au restaurant en ce moment pour vol d'identité et tentative de grand larcin. Audrey se tenait sur le trottoir. La famille n'avait pas seulement essayé de la pressurer. Ils s'étaient préparés à la voler aveuglément dès qu'elle serait distraite. Ils étaient si désespérés, si noyés dans les dettes qu'ils avaient franchi la ligne des crimes fédéraux. Alors qu'ils se tenaient là, Denis sortit du restaurant l'air paniqué, ayant clairement reçu une alerte que le virement avait échoué. Il vit Audrey et courut vers elle. Audrey, la banque a fait une erreur. Dis-leur que tu l'as autorisé. Marc s'interposa. Garde ça pour les détectives, Denis. La police de Chicago est en route. Denis s'arrêta net. La réalité d'une peine de prison s'abattit sur lui. Béatrice sortit du restaurant derrière lui, criant à propos de poursuites judiciaires et d'irrespect, complètement inconsciente que son fils venait de commettre un crime. Les conséquences furent absolues. Denis et Henri furent inculpés pour vol d'identité et tentative de fraude électronique. Lors de la phase de découverte, l'accusation découvrit le vaste réseau de prêts sur salaire, de dettes de jeu illégales et la trace de l'argent volé à Morgan, Laure, Sarah et Rachel. Les actifs restants d'Henri furent saisis, le plongeant dans une faillite totale. Denis fut immédiatement licencié de son emploi. Le fiancé de Chloé annula le mariage le lendemain, horrifié par le réseau d'extorsion criminelle de la famille. Béatrice, confrontée à la ruine sociale et à l'incarcération imminente de son fils et de son mari, devint une paria dans son propre quartier. Un an plus tard, Audrey utilisa une partie de son héritage pour créer un groupe consultatif juridique à but non lucratif à Chicago, dédié à aider les femmes à se sortir de l'abus financier et du contrôle coercitif dans les relations. Elle leur enseigna comment protéger leurs biens, comment repérer les signes avant-coureurs de la manipulation financière et comment les déceler tôt. Elle déposa des fleurs sur la tombe de ses parents. Un dimanche tranquille, Audrey visita le cimetière de Graceland. Elle déposa des fleurs sur la tombe de ses parents.
Elle se tenait là, non plus une orpheline en deuil désespéré d'une famille, mais une femme qui avait défendu l'héritage de ses parents avec une dignité inébranlable. Elle réalisa que la plus grande richesse qu'une personne puisse posséder n'est pas un solde bancaire. C'est la force de s'éloigner des vautours. L'honneur ne se monnaie pas avec des dollars. Un cœur pur ne peut être corrompu par la trahison tant que vous refusez de céder vos limites. Et en fin de compte, ceux qui tentent de construire leur château sur les fondations volées des autres les verront toujours s'effondrer en poussière.